Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Limono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce jeudi matin, mesdames et messieurs, sur Radio Espace et aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission de moins pour nous joindre dans ce studio. Soit vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Au pire, GG au 8037 si vous êtes abonné Orange. Un autre numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Les deux numéros donc opérationnels si vous souhaitez intervenir dans cette émission. Au minute les GG, on s'intéresse à l'actualité. Le tronçon par taxi à Conakry revu à 1300 francs guinéens. Eh bien, celui par minibus à 800 francs guinéens. Ce sont en tout cas les nouveaux tarifs urbains de transport collectif fixés hier au terme des négociations entre l'Union nationale des transporteurs de transport routier et la Fédération nationale donc de transport et mécanique. Une baisse qui n'est pas du goût de certains acteurs et usagers qui parlent de poudre dans les yeux. Et comment on en est arrivé là? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Vous allez l'écouter. Elhadj Souleymane Cissé, président donc de l'Union nationale des transports routiers. Il va intervenir ce matin chez les GG. Le PEDN afflûte ses armes en vue des grandes joutes électorales de cette année 2015. Le parti de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, comme les autres de l'opposition, compte se battre pour obtenir donc des conditions de transparence pour l'organisation de ces élections. Dans cette voie, il usera de tous les moyens légaux pour y arriver. Quel est le mot d'ordre au PEDN? Comment parvenir à des élections transparentes? C'est des questions, en tout cas, qui est en train de répondre ce matin M. Faya François Bourouno. Il est responsable communication au PEDN. 3 centrales syndicales guinéennes pas d'accord avec la proposition de la nouvelle baisse des prix des produits pétroliers conseillés par l'État. Elles restent droites dans leur vote. Elles entendent donc déclencher une grève générale les 9 et 10 mars prochains. Elles exigent du gouvernement que le litre d'essence soit vendu donc à 6 000 francs guinéens et qu'une nouvelle unité soit mise en place pour contrer le phénomène de coupeurs de route. Eh bien, qu'est-ce qui fonde ces revendications? La question mérite d'être posée ce matin chez les GG. Et là, Saliou Diallo, secrétaire général de l'ONSLG, eh bien, il va intervenir ce matin chez les GG. Tournée marathon du président de l'UFR après la Basse-Côte, Mamou et Farana. L'ancien Premier ministre Sylvia Touré met le cap sur la région forestière. Objectif, toucher du doigt le vécu quotidien des Guinéens. Eh bien, quel est le constat sur le terrain? Vous allez écouter donc le président de l'UFR ce matin chez les GG. Et notre série continue avec les députés. Et suite donc à notre série, un élu face à vous. Ce jeudi, nous recevons donc M. Djoulde So. Il est député uninominal de Pita, élu sous la bannière de l'UFDG. Et de quel bilan peut-il se prévaloir vis-à-vis de ses mandants? Que compte-t-il faire pour répondre donc aux préoccupations de ceux qui l'ont élu? M. Djoulde So, député uninominal de Pita, vous allez la voir ce matin chez les GG. Bonjour Ahmed Camara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité évidemment. On l'attendait. Guinée News a fait un gros coup ce matin à Abaka Diallo avec évidemment ce monsieur Junior, c'est bien cela mon cher ami. C'est Djibril plutôt, voilà, allez-y. Junior qui, comme on pouvait s'y attendre, a fait des déclarations pour le moins troublantes. On pas du tout. Oui, bien évidemment. Bon, c'est ce que tu dis, effectivement, Abaka, je respecte mon point de vue. Non, mais... Junior a fait des déclarations pour le moins troublantes. D'abord, Junior nie toute implication dans l'assassinat de la directrice nationale, de l'ex-directrice nationale du Trésor. Mais ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que Junior dit, mordicus, je pourrais le citer dans cette interview, il parle de l'implication, je dis supposée, de la police et de la gendarmerie qu'il accuse d'entraîner les bandits et pour lui, effectivement, la police et la gendarmerie, ce sont des corps qui sèment la terreur et que ce sont des corps qui sont contre sa société qui se nomme Société Civile à Conakry. Il dit quelque part dans cette interview, comme vous le savez, vous allez prendre... Oui, bien, voilà. Il dit quelque part, voilà, vous le savez, je le cite, le fonctionnement de la police et de la gendarmerie est que ce sont les chefs même qui poussent les bandits dans la rue pour qu'ils
puisse réclamer des budgets à l'État. On prend des bandits aujourd'hui et 2 ou 3 semaines après, vous les retrouvez dehors. C'est à ça je voulais mettre fin. Donc pour lui, effectivement, s'il a des... Non, écoutez, s'il a des ennuis aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, je ne fais que le citer, pour lui, s'il a des ennuis aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, la police et la gendarmerie n'ont pas intérêt à voir sa société évoluer. Parce que pour lui, son plan d'action au départ, c'était de mettre en place une sécurité au niveau de chaque localité et de confier, n'est-ce pas, la sécurisation de ces localités aux jeunes. Mais malheureusement, il estime avoir été barré dans ce projet et c'est ce qui explique, selon lui, les ennuis qu'il connaît aujourd'hui, tant avec la police qu'avec la gendarmerie. Et il dit également dans l'interview que le général Baldé lui aurait donné 50 millions de francs guinéens pour qu'il puisse quitter la Guinée, en estimant bien évidemment qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité et que la police voulait sa peau. Et les mêmes arguments ont été répétés selon lui par le directeur, l'actuel directeur général de la police. Des déclarations, Junior jette quand même la mine, un pavé dans la mare. Eh bien sûr, je suis d'accord avec vous là-dessus. Non mais c'est forcément un pavé dans la mare, mais j'ai dit à Djibril qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que Junior parle. On s'attendait à des déclarations troublantes. Non mais des déclarations à ce stade, au moment où il est en prison, il faut dire que c'est grâce à un journaliste, donc aux relations particulières qu'il a avec ces journalistes, que nos confrères de Guinée News ont réussi donc à avoir cette exclusivité. Donc Junior, on attendait qu'il soit devant la barre, devant un juge pour qu'il fasse ses révélations. Mais de sa cellule de prison, je pense que c'est assez étonnant. Mais ce qui est intéressant là-dedans, quand Junior dit qu'il ne se sent pas en sécurité, que sa sécurité est menacée, je pense que c'est là où c'est assez inquiétant. Parce que si Junior, depuis sa cellule, dit qu'il est préoccupé pour sa sécurité, c'est qu'il y a forcément des forces noires qui ont intérêt à voir Junior disparaître. Et certainement parce qu'on a peur que Junior fasse des révélations et qu'il cite des noms de hauts gradés des forces de sécurité donc de la Guinée. Parce que depuis Zérékoré, quand il a été interpellé, Junior avait commencé à délier la langue, il avait commencé à citer des noms. Alors la question aujourd'hui, qui a intérêt à ne pas voir Junior donc exister, aller jusqu'à un procès, et qui a peur des déballages de Junior dans les jours à venir? Je pense que c'est là où c'est intéressant. Mais quand lui-même il dit que il avait une ONG dans le secteur de la sécurité, qu'il était le seul à en avoir et qu'il est passé par la Sierra Leone pour rencontrer le professeur Alpha Condé lui-même, et que donc par la suite les premiers responsables de la gendarmerie et de la police lui ont barré la route pour qu'il dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de son ONG. À mon avis, c'est assez facile, c'est assez prétentieux. Oui, c'est assez prétentieux. Mais sur le volet concernant le général Ibrahima Baldé, quand il dit grande gueule, c'est des propos qu'on lui attribue, quand il dit que le général lui a remis 50 millions pour qu'il quitte la Guinée, je pense que c'est assez troublant, et c'est assez troublant parce que si cela est avéré, quand on se rappelle que Junior, quand il a été arrêté précédemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites entre la police et la gendarmerie. On a même dit que c'est la gendarmerie qui était venue enlever Junior. Alors, donc, des pistes s'ouvrent à ce niveau. C'est un dossier très sensible. Très sensible. Et Junior n'est pas n'importe qui quand même. On l'a dit ici. Je ne sais pas où c'est sensible. On l'a dit ici, c'est sensible parce que, imaginez, c'est un gros morceau. Oui. Il y a quand même, en tout cas, deux institutions très importantes, notamment la gendarmerie et la police, qui sont mises en cause, selon les propos de ce monsieur. Imaginez, pour le déplacer de Zérékoré pour Conakry, il a fallu qu'on déplace un hélicoptère pour le transporter. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il a des informations certainement qui pourraient faire trembler certaines personnes, certains gros bonnets de ce pays. C'est pas n'importe qui. Et s'il s'inquiète pour sa sécurité, sachez certainement qu'il y a anguille sur roche. Je pense que pour une fois, on devrait y aller jusqu'au bout. Essayer de savoir qu'est-ce qu'il cache réellement. Parce que imaginez, on a dit que c'est le cerveau de ce gang, en tout cas,
qui est là entre la Guinée, le cerveau présumé entre la Guinée et la Sierra Leone, ça veut dire que c'est pas n'importe qui. S'il cite toutes ces personnes, il peut s'imaginer, il a des stratégies. Il peut se dire que si vous décidez, si vous pensez que vous allez, en tout cas, je vais servir de bouc émissaire pour tout le monde, ça ne se passera pas comme ça. Certainement, il voudra que d'autres personnes partent avec lui, mouillent avec lui. Voilà, allez, ça se murmure dans le quartier, hein, je vais dire, dans la cité. En ce qui concerne ces révélations de Junior, on sait bien, quand vous partez à la police, qu'on vous dit, vous partez à la gendarmerie, c'est haute version Ahmed Camara. Moi, ça ne m'étonne pas tout ça, hein, voilà, tout ce qui se passe maintenant. Ben écoutez, Junior, moi je pense que c'est une personne très dangereuse. Ça, il faut le dire, il faut même pas hésiter. Et il faut faire très attention à ce monsieur. Parce que c'est, comme Aboubacar l'a dit, c'est l'homme qui en sait beaucoup. Ouais. Et c'est clair, quand il dit que sa sécurité est menacée aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord que... Il le dit en connaissance de cause. Oui, il le dit en connaissance de cause. Et il y a des gens qui l'en veulent aujourd'hui parce que... Il n'a rien à perdre maintenant, hein, voilà. C'est un peu ça en fait. Parce voilà, que voilà, il décrit un peu... C'est un peu comme Cabri-Mort. Voilà. Avant, quand il est arrêté, automatiquement, il pouvait se faire libérer. Mais aujourd'hui, quand on amène un hélicoptère le chercher, il sait que c'est sa fin. Là, il voit la fin automatiquement. Donc, pour lui, il n'a rien à perdre. Donc, dénoncer, pour lui, ça ne va pas du tout être un problème. Alors, ce qui reste clair, c'est que ce monsieur, pourquoi je dis qu'il est dangereux, vous l'avez signalé, c'est un monsieur qui a même rencontré le président de la République. Il a été recommandé. On l'a présenté, voilà. Selon ses propres. Justement, voilà. Et on l'a même présenté comme celui qui pouvait aider la Guinée dans la question, dans les questions de sécurité et qui pouvait beaucoup aider la Guinée. On lui a même demandé avec quel corps il voulait travailler. Vous voyez à quel titre ce monsieur, voilà, il faut pas rigoler avec lui. Donc je pense que si le président a eu confiance en lui jusqu'à ce point et qu'on l'a après recommandation, aujourd'hui c'est le président. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui le recherchait, c'était plutôt le président de la République, parce que je pense qu'il n'a pas honoré ses engagements. Mais ce qui reste clair, il va falloir qu'on le protège et que s'il doit faire des révélations, qu'il fasse ses révélations devant le juge. Voilà. Mais c'est ce qui m'énerve. Alors, je sais que rien ne va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Non, je suis désolé. Non, mais tout à fait. Je ne crois en rien. Je pense que rien ne va se passer. Ben, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qu'on trompe. Parce que Junior se permet de citer des hauts cadres des forces de défense et de sécurité. Je pense que ça fait mal. Ceux qui sont censés nous protéger, si c'est eux que Junior cite, si c'est avec eux que Junior se promène, si c'est avec eux que Junior travaille, ben moi je pense que c'est le peuple. C'est le peuple qu'on a trahi. Allez-y, Abakadi. Vous vous rappelez bien, Junior a été plusieurs fois cité. Son nom est revenu plusieurs fois sous les lèvres de l'autre, de son compère, de son acolyte Souka. Il dit qu'il ne connaît pas Souka. Il l'a dit dans de son acolyte présumé. De son acolyte présumé. Mais Souka quand même l'a cité plusieurs fois. Donc si lui il dit qu'il ne le connaît pas, donc c'est assez étonnant. Mais il s'est dit quand même que Junior en sait beaucoup sur l'assassinat de certaines personnalités dont on a largement parlé. C'est l'assassinat de Madame Boireau, de Paul Temple Cole, de Gussen, mais aussi de ce colonel de la police, colonel Bangoura, je pense du côté de Sonfonia. Alors, si Junior va dans le sens donc à jeter de l'opprobre sur certains noms, certains hauts gradés des forces de défense et de sécurité, ça veut dire que forcément il en sait des choses sur des connexions qu'il a eu avec ces personnalités donc des forces de sécurité dans le cadre de la commission de ces forfaitures. Donc je pense que comme Ahmed l'a dit, il a besoin d'être protégé. Il faut une surveillance haut de gamme autour de sa personne. Est-ce que vous vous rappelez de cette invasion récemment assez spectaculaire du côté de Kindia? Beaucoup même avaient imaginé que c'était Junior qui avait été tué dans cette invasion de détenus à la prison centrale de Kindia. Donc il faut faire très très attention et renforcer la sécurité autour de Junior. Voilà, Djibril, l'autre coin, parce que quand vous écoutez la gendarmerie, vous écoutez la police, évidemment on se tire un petit peu la couverture de son côté. Je parle de chaque unité. Je pourrais vous expliquer comment ça s'est passé. Non mais attendez quand même. Ce qui se passe là, je veux dire, moi je tombe de nu parce que quand il accuse la police, il accuse en même temps la gendarmerie. Là, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Là. Je pense je ne dis pas qu'il faille tout de suite accréditer ces allégations. Je dis de le prendre au sérieux. Oui, mais je vais dans le même sens que vous. Voilà. Je ne dis pas pour autant qu'il faille accréditer ces allégations, ces déclarations pour le moins troublantes, mais je constate qu'il faille les prendre au sérieux parce que ces déclarations quand même nous amènent à réfléchir. C'est que ces derniers temps, Lamine, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des opérations de bandits qui s'effectuent et pendant lesquelles
des témoins affirment avoir vu des bandits affublés quand même de la tenue militaire ou de la tenue de la gendarmerie ou même de la police. Je pense que ces déclarations doivent amener, c'est là, je salue d'ailleurs l'analyse de Ahmed, je pense que ces déclarations auront beaucoup plus de force si elles étaient faites, par exemple, au niveau devant un juge, parce que là, il s'agirait tout simplement d'un aveu judiciaire qui a beaucoup plus de poids, qui a beaucoup plus de force qu'un aveu extrajudiciaire, notamment cette interview. Les enquêtes doivent dorénavant être ouvertes pour qu'on sache quelle est la responsabilité supposée de telle ou telle personne, parce que ces déclarations quand même, c'est pourquoi je disais à Bouaka, je le disais dans une des émissions des Grandes Gueules ici, que le jour où Junior va parler, eh bien, il va jeter un pavé dans la mare. Et je pense que ces déclarations, à mon avis, ne me surprennent guère, parce qu'il fallait s'y attendre. Quand vous regardez les conditions de sécurité, les conditions rocambolesques dans lesquelles Junior a atterri à Conakry, notamment, ça vous dit pas grand-chose sur effectivement le poids de cet homme, sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il est censé savoir. Je pense qu'il doit être protégé par la justice, par les autorités, pour qu'on sache quelle est. Peut-être que ça va être une révolution, parce que ce sera l'occasion de découvrir enfin les défaillances supposées mais cachées du système de sécurité. Voilà, allez, on va évoluer, on va revenir forcément là-dessus en ce qui concerne cette affaire Junior. Nous avons l'enregistrement sonore, mais le problème c'est que c'est pas audible, donc c'est assez compliqué pour la diffusion. On y va avec cette affaire, l'affaire du 28 février. Cette dame, oui, Djibril, parce que les femmes... les femmes prévoient de manifester ce matin, ce sera à partir de 9h30, m'a-t-on dit hier, puisque j'ai pris langue avec certaines femmes. Elles vont, la manifestation va commencer du côté du boulevard Téligalo. Le cortège va s'ébranler direction l'hôpital Ignastine. De là, les femmes ont décidé d'aller à la primature. Si elles ont le temps, je dis bien si elles ont le temps, c'est en tout cas ce que certaines d'entre elles m'ont dit, elles iront également du côté de Donka. Mais Lamine, il y a encore du nouveau du côté de Donka. Qu'est-ce qui se passe du côté de Donka? Vous savez, je vous parlais hier des sanctions. Il faut qu'elles aient le temps d'aller là où la femme est décédée quand même. Il faut qu'elles aient le temps. Les grandes gueules. Je vous parlais hier des sanctions qui ont été prises par le chef de service de la maternité. Savoir la suspension pour 3 mois et la suspension pour 6 semaines pour les 4 agents incriminés dans cette affaire. Mais il y a du nouveau, puisque la directrice générale de l'hôpital Donka a à son tour pris des sanctions. Et ces sanctions... Siké? Oui, Siké, dès hier, elle a pris des sanctions. Madame la nommée Mariama Diallo, qui a dit à la femme, au mari de la femme, qu'il n'y avait pas de linge, sans se référer, violant ainsi les directives établies à l'hôpital, a été tout simplement radié définitivement des effectifs de l'hôpital. Donc ça, c'est une première chose. Et puisqu'elle était stagiaire, les 3 autres personnes ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ce qu'elle peut faire, parce que ce sont des fonctionnaires, en attendant peut-être que le ministre de la fonction publique ou d'autres décisions. Et je vous informe que les 4 personnes doivent être entendues aujourd'hui par la police des mœurs du côté de la DPJ. Et une délégation doit être formée aujourd'hui, à la tête de laquelle sera Madame Fatou Siké. Et comme par hasard, attendez, franchement, moi, à me parler de cette dame, ça m'énerve, quoi. Je vous assure. De quelle dame? De Madame Siké. Non. Je veux dire, il y a un moment, non mais attendez, il faut être réaliste. Non, quoi. Lamine, il y a une vie qui a été arrachée. Je suis oui, désolé. mais justement. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais te laisser parler. Laisse-moi placer, s'il te plaît. C'est très important. Il faut qu'on apprenne dans ce pays-là, la doctrine de démissionner. C'est très important à Baka Diallo. Il y a un moment, je pense, c'est bien de dire, ouais, celle-là qui a donné je ne sais quoi. Et puis tu viens de dire tout de suite qu'elle était stagiaire. Mais est-ce que celle-là arrive à dormir la nuit, franchement, à la fin du compte? Moi, je salue l'initiative de la première dame hier qui a fait des dons du côté de l'hôpital. Donc, comme par hasard, la dame est décédée, on vient, on donne des lits et tout ça. C'est même il y a un moment, il faut qu'on arrête. Je ne suis pas contre le fait qu'elle démissionne. Normalement, quand il y a un scandale de ce type qui se déroule dans un hôpital
dont on est le principal responsable, je pense que la principale leçon à tirer, c'est de démissionner. Mais vous savez, la culture de la démission ne fait pas partie Non, dis ce qui se doit. Dis ce qui se doit. Écoutez, je dis ce qui se doit. Je dis ce qui se doit. Je dis ce qui se doit. Mais il y a quand même une chose à reconnaître. C'est que cette dame fait de son mieux. Elle a pris les sanctions. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi c'est une stagiaire. Pourquoi c'est une stagiaire qui était là la nuit. Posez-vous cette question. Et parce que c'est en tout cas, c'est un lampion, je pense, c'est une dame. C'est trop facile. Au pied même de l'échelon, c'est elle qui tombe. C'est pas facile. Pourquoi les titulaires ne sont pas là la nuit quand on a besoin d'eux? Pourquoi les titulaires ne sont pas là la nuit quand on a besoin d'eux? C'est seulement ces stagiaires qu'on exploite. Même si elle l'a violée, elle doit payer, c'est vrai. Mais pourquoi c'est une stagiaire qu'on met là qui n'a pas l'expérience requise pour en tout cas s'occuper de ces personnes qui sont en mauvaise passe, qui sont dans une situation difficile? Je pense que la dame devrait démissionner parce que elles exploitent ces stagiaires-là, généralement qui ne sont pas bien payés, qui ne dorment pas, qui sont surexploités. Elle va payer parce qu'elle est simplement stagiaire. Je pense que la dame devrait rendre le tablier. Il faut qu'on ait la culture de la démission dans ce pays. Allez-y. Moi, je n'irai pas jusqu'à demander la tête de Fatou Siké. Je sais que c'est dans cet hôpital, l'hôpital d'Anka, qu'elle dirige, qu'il y a eu ce drame vraiment dont on ne peut jamais cesser de parler. Mais je pense que la responsabilité première incombe à ce service de la maternité qui est sous la direction d'un professeur agrégé, professeur Namori, qui a eu Fatou Siké comme étudiante. Là, il ne faut pas l'oublier, qui est l'une des références sur le continent. Donc, s'il y a défaillance à ce niveau-là, à mon avis, c'est lui qui doit d'abord répondre. Parce que c'est au sein de son service que ça n'a pas marché. Mais comme l'a dit Moussa Hero, je pense que c'est un problème d'ordre général qui touche tous les hôpitaux nationaux. Parce que vous vous rendez compte, quand vous allez à Donka ou à Ignasdine, ce sont les stagiaires qui font le gros des effectifs. Il y a peu de professionnels, peu de médecins assermentés, qualifiés. Et je pense qu'on ne peut pas mettre la vie des populations dans les mains des stagiaires, de ceux qui sont en train d'apprendre le métier. La stagiaire, encore une fois, violé la... Je suis d'avis avec vous, Abaka Dialali. On va enchaîner avec cette affaire d'Ebola. Quel bilan faut-il dresser? Vous posez cette question ce matin. Avant d'aller sur Ebola, je voulais dire, comme je l'ai rappelé la dernière fois, que dans la vie, il y a les uns, il y a les autres et il y a autrui. Donc nous faisons partie d'autrui. Cette femme fait partie d'autrui. Donc il n'y aura rien. Rien du tout. Je suis d'accord avec toi. C'est sur ta position. Il n'y aura pas de démission. Allez-y. Oui. Ebola, oui. Je pense qu'il faut dire que sur le plan numérique, sur le plan arithmétique, la moisson a été bonne du côté de Bruxelles, puisque les trois chefs d'État dont les pays sont touchés par Ebola, le président Condé, la présidente Johnson Sirleaf et Ernest Bai Koroma vont revenir avec quand même des promesses de dons qui ont été donc prises du côté de Bruxelles à hauteur de 5,1 milliard de dollars américains. Quand même. Hein? C'est assez important. Et dans la foulée, donc, sur les 5,1 milliards, 2,4 milliards vont être déboursés donc, dans la foulée de ce sommet pour continuer la lutte contre Ebola. Et surtout, on m'apprend que ça va permettre de compenser un déficit de 400 millions de dollars américains du système des Nations Unies sur le terrain de la lutte contre Ebola. Et la France aussi s'est engagée pour une annulation de la dette en faveur de la Guinée à hauteur de 320 millions d'euros. La Belgique s'est engagée à hauteur de 39 millions. Le professeur Alpha Condé a souhaité que les engagements soient traduits en actes concrets parce qu'il a dit que les populations sont à l'écoute et des chiffres qui sont annoncés pour les populations, c'est du concret, c'est du cash qui tombe dans les comptes des pays. Mais donc c'est pour cela qu'il a demandé aux pays, à la communauté internationale, donc de lier l'acte à la parole. Les prochains sommets sont prévus du côté de Washington
et de New York au mois d'avril et au mois de mai pour continuer donc la mobilisation en faveur de ces pays touchés par Ebola. Pendant ce temps, on attend toujours du côté du ministère de l'économie et des finances, Abaka Diallo, parce que la conférence du ministre a dit on va essayer de faire la lumière par rapport à la gestion du fonds d'Ebola. Franchement, j'ai envie de répéter les mêmes phrases, quoi. Poudre aux yeux. Non mais attendez quand même, quoi, qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens, quoi. Il faut qu'on arrête un petit peu, Abaka Diallo. On attendait mieux quand même, mais quoi. Forcément. Oui, il faut un audit, parce que comme on l'a dit en début de semaine, il y a un audit indépendant qui a été fait de la gestion du premier comité de riposte, mais dont le rapport n'a jamais filtré, n'a jamais été rendu disponible. C'est un rapport qui est caché, parce que c'est un rapport qui fait peur, qui peut faire exploser une bonne partie du gouvernement. On dit que 6 à 7 ministres pourraient être éclaboussés par les scandales de détournement, parce qu'il y a eu énormément de fonds qui ont été immobilisés par les sociétés, le secteur privé, la communauté internationale, qui a exigé même cet audit, qui a dit avant de mettre de l'argent pour accompagner la nouvelle coordination qui a été mise en place, elle a exigé que le travail qui a été fait et la gestion qui a été faite par l'ancien comité, que cette gestion soit auditée. Cela a été fait, mais le rapport est sous les manteaux. Eh ben oui, il faut dire secret, top secret, Abaka Diallo. Mais osons de dire les choses. Allez, on va revenir dans un instant. Pas de secret. Quel secret? Top secret. Ils disent qu'ils ne peuvent pas diffuser. Ils vous ont montré ce qu'ils peuvent vous montrer. Le reste, du côté de la pharmacie centrale, mon cher ami. Ils vous diront rien. Il n'y aura rien. Donc ça veut dire que ce que vous avez vu, contentez-vous de cela. Nous avons les Indiens. Ce que vous n'avez pas eu, ça n'existait pas. Nous avons les Indiens sur le terrain. Je vous assure, ce rapport-là va sortir. Alors si vous avez des Indiens, eux, ils ont des cow-boys. Bien. Allez, bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et les versions jeudi, c'est jusqu'à 11h30 sur Espace TV. Vous pouvez continuer à réagir via notre plateforme GG au 8037. Au pire, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Vous partez sur le site de la radio, ça se passe là aussi. Vous laissez vos messages avec plaisir. Nous allons essayer de relayer dans notre émission quelques messages que nous allons lire avant de partir avec Elhadj Souleymane Cissé, président de l'Union nationale des transports routiers, donc qui va intervenir dans un instant chez les GG. Remous Maté à Conakry, d'accord, pas d'accord, on va l'écouter dans un instant. Tata Kourou qui intervient ce matin, on n'a pas accusé la stagiaire depuis l'accouchement, devenu gratuit. Tout ce qu'ils font que saboter les services de maternité. Donc c'est Tata Kourou qui nous envoie ce message en live. Alors là, lui, il est amer ce matin, c'est l'autre animateur de l'émission. Suivez mon regard. Comment il peut être en sécurité s'il est accessible aux premiers journalistes en prison? Foutaise. Il enchaîne le gars. Les gars, foutez la paix à Fatou Sike. Que faites-vous de démembrement de service? Pourquoi pas la démission du ministre? Foutage de gueule. C'est là Junior Condé donc qui nous envoie ce message dans cette émission. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kindia ce matin. Et la gendarmerie aussi qui réagit ce matin. Finalement, en catimini quelque part. Bonjour les GG. Si la gendarmerie craignait quelque chose par rapport à Junior, elle n'allait pas le traquer, c'est bien cela, et l'interpeller et le remettre aux juridictions de droit. Et pourquoi vous donnez 50 millions de francs guinéens quand même à ce bandit de grand chemin, la gendarmerie nationale? Ben oui, sortez de votre cocon et intervenez en direct, commandant Barry, c'est plus ça fait comme ça. Et ben voilà, qu'on arrête un petit peu. Allez, on va aller sur le terrain avec Elhadj Souleymane Cissé qui va intervenir dans un instant, Abaka Diallo. Mais d'abord, un tour sur la plateforme de la radio, donc GG au 8037. C'est une honte pour mon pays. Quelle réduction il faut attendre de ce gouvernement. Je sais pas, c'est pas signé l'auditeur qui nous envoie ça. C'est d'autres messages qui dit donne trop de goût à cette émission, je comprends pas. C'est dans Soko qui nous envoie ce message. Ok, ça c'est le message d'hier. On va aller avec monsieur Elhadj Souleymane Cissé. On a envie de poser cette question finalement. Est-ce que le peuple a été grugé? Est-ce que le peuple est le grand perdant dans ce qui arrive autour du carburant? Parce que par 2 fois, en l'espace de 2 mois, le gouvernement a concédé une baisse de 2000 francs. Donc premièrement 1000 francs et tout récemment, à la date du 1er mars, une nouvelle baisse de 1000 francs. Mais à regarder les nouveaux tarifs qui ont été arrêtés hier, au terme des discussions assez intenses entre l'Union nationale des transports routiers et la Fédération nationale des transports et mécaniques, on en arrive à 1300 francs par tronçon par taxi et 800 francs guinéens par minibus. Je pense que c'est de la poudre dans les yeux parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de petite monnaie en Guinée. Donc c'est une manière de cautionner les 1500 francs par tronçon par taxi et les 1000 francs par tronçon par minibus. Je pense que ça a commencé déjà à poser énormément de problèmes entre usagers
et les chauffeurs de taxi et de Magbana, parce qu'il n'y a pas de petite monnaie. Si on doit respecter les 1300 francs, il faut que les conducteurs de taxi et de minibus se munissent de petites coupures. Mais Dieu seul sait qu'il n'y en a pas du tout en Guinée. Le gouverneur Luceni Nabé nous faisait croire récemment qu'il y a de la petite coupure, sauf qu'elle n'est pas disponible dans les poches des Guinéens. Voilà. Allez, nous avons Elage Suleiman Sissi en direct chez les GG. Les grandes gueules. Elage, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, on se pose cette question. Il y a eu baisse du prix du carburant, mais finalement, quelle est la part que le peuple gagne là-dedans? Allô? Allô, Elage, vous nous entendez? Je vous entends, oui. Veuillez couper la radio à côté. On se posait la question de savoir quelle est la part que le peuple gagne dans cette baisse du prix du carburant, parce que finalement, ça ne s'est pas répercuté sur les frais de transport. Si, ça s'est répercuté sur les frais de transport. Et comment? Il y a plus de 20 ans, dès que le carburant diminue d'1 franc, nous, au niveau du transport, le syndicat et l'union, nous nous réunissons pour faire pour régler justement les tarifs de transport. Voilà, alors question simple ce matin, Elage, question simple ce matin. Sur quoi vous êtes basé pour fixer ces tarifs-là? Sur quoi vous êtes basé? Nous sommes basés sur, premièrement, la réduction de première de 10% à 1000 francs. Et la seconde de 10%, ce qui s'est fait en tout, il y a une réduction totale de 20%. Et cette réduction de 20%, nous nous sommes réunis autour de cela pour réduire les frais de transport. C'est proportionnel. Oui, mais on connaît les anciens tarifs, tarifs qui étaient pratiqués. Par exemple, pour le taxi, c'était à 1400 francs guinéens, si je ne m'abuse. Oui. Comment comprendre une diminution de 100 francs alors qu'il y a eu par 2 fois des baisses sur le prix des produits pétroliers à la pompe? Bon, les produits pétroliers, ça, je vous dis, chaque fois que normalement le produit pétrolier devrait baisser de prix, nous nous retrouvons au niveau du ministère des Finances pour le moment. Une fois au ministère des Finances, les pétroliers viennent, on discute les tarifs du prix à la pompe. Bon, c'est habituel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça qui s'est passé. Bon, donc, je disais qu'il y a un comité paritaire qui était là en place et le syndicat et l'union, nous nous réunissons autour des problèmes de rabais. Ouais. Mais ce qui est un peu compliqué pour cette fois-ci, la première fois, il y a eu une réduction de 10%, ce qui fait 1000 francs. Et les 1000 francs, on les a tout de suite retranchés. Et le syndicat, et l'union, et le ministère des Transports, nous nous sommes retrouvés pour faire les calculs et voir ce qu'il faut réduire sur le coût du transport. Alors, ça a été fait. Elage, beaucoup pensent que vous avez plutôt fait de défendre les intérêts des patrons qui sont dans le secteur des transports et que vous avez sacrifié donc ceux du peuple. Parce que le tarif à 1300 francs, et que tout le monde sait qu'il n'y a pas de petites coupures en Guinée, est-ce que vous n'avez pas fait que de défendre les intérêts des patrons que vous êtes? Loin de là, vous savez qu'il y a d'abord 2 corporations. Il y a le syndicat des travailleurs et le syndicat d'employeurs. Le syndicat d'employeurs reçoit les tarifs du carburant, le prix du carburant à la pompe. Il le calcule proportionnellement. C'est flou tout ça, Elage. C'est vraiment flou tout ça. Hein, parce que à vous entendre ce matin, moi, j'arrive pas à comprendre en fait le dégressif. Vous dites, oui, ça a baissé, on a diminué de 10% encore. Vous pataugez par rapport à ces petites coupures. Là, il y a quelque chose qui se passe là, Elage. Dites-nous la vérité. La petite coupure, c'est pas nous, s'il vous plaît. Oui, c'est pas vous, mais vous pouvez exiger, Elage, quand même. Il faut demander à la Banque centrale. C'est pas nous qui avons refusé de mettre des petites coupures en marge. Mais peut-être que vous n'avez pas su mettre la pression qu'il faut. Est-ce que vous avez su mettre la pression qu'il faut pour qu'il y ait en tout cas cette baisse se répercute sur la vie des populations à la base? A touché la plaie. Ensuite, il n'y a pas de proportionnel entre la baisse du prix au niveau du prix du carburant, parce que vous avez parlé de 20%, et cette baisse de
de 100 francs sur le tarif des transports routiers, des transports urbains, c'est assez dommageable. Il n'y a pas de proportionnel élage. Il faut voir, il faut faire les calculs. Faites les calculs, vous avez parlé de petites coupures tantôt. Nous savons que au niveau international, le carburant a baissé totalement. Parlons de cela au moins. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand on parle du transport, nous, il n'est pas dit que notre organisation est en train de tricher les choses, comment on appelle ça, Vous avez sorti le mot. Nous, on n'a pas dit que vous êtes en train de tricher. Si vous le dites, c'est que vous le pensez quelque part, Elage. Hein. Voilà, disons les choses, c'est très important. J'ai entendu quelqu'un dire là-bas que nous sommes en train de marcher sur le dos des on n'a pas dit ça. Si vous le dites. Allez, Elage, en tout cas, grand merci. Moi, je ne le dis pas. Hein. Le transport interurbain. Allez-y. Alors, qu'en est-il des tarifs des transports interurbains? Parce qu'on n'a pas eu d'informations là-dessus. C'est vrai qu'on a eu les nouveaux tarifs pour ce qui concerne la circulation dans les centres urbains. Mais qu'en est-il? Est-ce que les tarifs ont bougé entre les différentes villes de la Guinée? Tout a bougé. Tout a bougé. Un exemple? Les tarifs interurbains. Conakry, Cancan. Je n'ai pas les documents sous la main. C'est ce matin-là qu'on vient de finir une signature. Donc, il n'y a pas eu de publication, il n'y a pas de diffusion pour l'instant. C'est cela, Elage, hein? Ça a été diffusé hier, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Elage Suleiman Sissi, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Allez, à très bientôt. Au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, nous allons nous intéresser maintenant aux syndicalistes. Elaz Saliou Diallo, que nous allons appeler dans un instant sur cette antenne d'Ibril. On a écouté Elaz Sissé. T'es pas convaincu, hein? Franchement, moi je suis assez déçu et je constate d'abord qu'il y a une distorsion entre la diminution du litre de carburant à la pompe et cette augmentation supposée. Ouais. Je dis qu'il y a, ça ressemble à du méli-mélo, c'est du blanc, bonnet blanc. Il n'y a pas eu d'augmentation réelle. Parce que le litre de carburant à la pompe... D'augmentation. De baisse réelle, okay. Pardon. Ouais. Le litre du carburant à la pompe, lorsque ce litre coûtait 10 000 francs, à l'époque, le transport par tronçon, c'était 1400. Mais Lamine, vous voyez un Guinéen demander 100 francs, et même si vous parlez de coupures, même si les coupures de 100 francs existaient, vous pouvez acheter quoi avec 100 francs? Mais non, Djibril, non, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter quoi avec 100 francs? Normalement, on doit même avoir des centimes. Oui. Franchement. Mais voilà quoi. L'addition des 100 francs, les centimes là, qui fait de l'argent. Oui. Voilà. Oui, allez, ça. Nous avons Elaz Saliou Diallo en direct chez les grandes gueules. Elaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous avez dans votre corbeille de revendications deux principaux sujets. D'abord, en ce qui concerne la baisse du prix du carburant, vous exigez du gouvernement que le litre d'essence soit vendu à 6 000 francs guinéens. Et vous donnez jusqu'à demain à 0h au gouvernement pour procéder à ce réajustement sous peine d'aller en grève. Oui, affirmatif, c'est ce que retrace notre préavis de grève et c'est ça notre ligne d'action. Alors, ce qui a été fait... oui, mais pensez-vous que le gouvernement peut mieux faire, peut aller jusqu'à 6 000 francs guinéens aujourd'hui pour vendre le litre d'essence? Oui, nous sommes certains, avec le sens de responsabilité très élevé, le gouvernement peut aller à 6 000 francs afin de régler le problème usagers et opérateurs dans le secteur du transport, tel que dans la ville de Conakry, pour que le tarif soit à 1 000 francs. La manière la plus jouable, c'est d'avoir le litre à 6 000 francs parce que la conjoncture internationale le permet. Alors Elage, si cet appel n'est pas entendu, quels sont les moyens de pression dont vous disposez pour amener le gouvernement, en tout cas, à aller dans le sens de vos réclamations? Premièrement, de par le Code du travail, qui nous donne le droit d'aller en grève lorsque le préavis s'expire, nous avons remobilisé et nous sommes en train de mobiliser toujours nos bases, nos structures de base. Et le problème du carburant est un problème transversal. C'est un problème citoyen. C'est tous les citoyens qui sont concernés. Nous demanderons à tous les citoyens de rester tranquilles, de rester chez eux
le 9 et le 10 en guise d'avertissement, pour que des discussions sérieuses soient engagées. Vous avez entendu tout à l'heure, elle a cité. C'est l'une des belles manières de démontrer qu'il n'y avait aucun sérieux autour de la table. On a cherché à avoir des images à diffuser et signer un protocole qui plombe même la négociation en son paragraphe 1 du préambule, qui dit qu'on ne dépasse, tant que le carburant, le baril ne dépasse pas $100, alors la commission ne se retrouvera pas. Avec les projections internationales aujourd'hui, nous tendons au 31 décembre à $24 le baril. Alors, 24 décembre 2015 Au 24 décembre 2015, au 31 décembre, pardon. Au 31 décembre, pardon, oui. Au 31 décembre 2015. Bien. Vous savez, quand il y a un problème aussi national, aussi central, on a besoin de toutes les composantes autour de la table de négociation. Mais... les pétroliers, les syndicats, le gouvernement, arbitré par le ministère du Travail. Ouais, mais que faites-vous, Elhadj? Que faites-vous de l'argumentaire avancé par le gouvernement qui dit que le prix sorti des dépôts du litre d'essence aujourd'hui en Guinée est de 700 francs guinéens? On a écouté M. Koulibaly dans cette émission qui nous a parlé de ce prix. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a des marges de manœuvre suffisantes pour procéder à une nouvelle baisse jusqu'à 6 000 francs guinéens? Le gouvernement a une marge de manœuvre très importante. Et comme vous citez encore M. Koulibaly, je reviens. Si vous vous référez à Nostalgie, les pourcentages dans la formule de flexibilité qu'il a annoncé vous donnent un total de 120%. C'est ce qui me fait dire que c'est comme au moment où il y a eu des élections en Guinée, où on a totalisé les suffrages, on a dépassé 100%. Ça exprime le degré de sérieux qu'il y a eu autour de ce calcul-là. Ouais. Allez, Elhadj, on va revenir dans un instant avec vous. Hein. Vous restez avec nous dans la deuxième partie. On va vous appeler. François Bourneau aussi est notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Sidia Touré aussi va intervenir. Notre invité ce matin, comme député, c'est M. Jules Desso, député uninominal de Pita. Toute l'équipe des GG, on se retrouve dans moins de 10 minutes sur Espace TV. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. On va repartir sur le terrain dans un instant avec, Elhadj Suleiman. Non, pas Elhadj Suleiman, c'est plutôt... qui exactement? Elhadj Saliou Diallo, secrétaire donc général de l'ENSLG, qui va intervenir dans un instant sur cette antenne. Le PEDN affûte ses armes en vue des grandes joutes électorales de cette année 2015. Et pour en parler ce matin, Monsieur Faya François Bourneau, responsable communication du côté du PEDN, il va être dans ce studio d'une minute à l'autre. Et puis, suite à notre série, un élu face à vous, c'est jeudi, nous recevons M. Jules Desso, député uninominal de Pita, élu sous la bannière de l'UFDG. De quel bilan peut-il se prévaloir vis-à-vis de ses mandants? Que compte-t-il faire pour répondre aux préoccupations de ceux qui l'ont élu? Si vous êtes du côté de Pita, vous nous écoutez sur 99.7. Vos questions maintenant, vous partez sur le site de la radio au pire, GG au 8037 avec plaisir. Nous allons essayer de faire le relais dans ce studio. Tournée marathon du président de l'UFR. Après la basse-côte, Mamou et Farana, l'ancien Premier ministre Sidia Touré met le cap sur la région forestière. Objectif, toucher du doigt le vécu quotidien des Guinéens. Donc, quel est le constat sur le terrain? Nous allons en savoir un peu plus ce matin avec Sidia Touré que nous allons joindre dans cette émission. Abakar, on va revenir avec ce monsieur qui était à l'antenne il y a un instant. Voilà. Je pense qu'il y a quand même à être réaliste, à mon avis, vis-à-vis de certaines revendications. Parce que je comprends bien que ces centrales syndicales, les trois centrales syndicales, en l'occurrence la CGFOG, la COSATREG et l'ONSLG, en viennent à demander une baisse jusqu'à 6 000 francs guinéens. Ce serait tout bénéfique pour les populations guinéennes. Mais est-ce que c'est une revendication aujourd'hui réaliste? Est-ce que le gouvernement
dispose de marge de manœuvre suffisante pour procéder à un réajustement de cette amplitude. Je pense que c'est là où il y a la question. De l'autre côté, l'autre revendication de ces trois centrales syndicales porte sur la mise en place d'une nouvelle structure, d'une structure spéciale chargée de la lutte contre le phénomène de coupeurs de route. Je pense que à ce stade de la montée du phénomène de coupeurs de route, la Guinée a besoin de disposer d'une unité spéciale donc, pour contrer ce phénomène. Voilà, Hélas Diallo en direct sur les GG. Les grandes gueules. Alors, et là, on se posait cette question, la question de savoir si votre demande est réaliste, le montant de 6 000 francs. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est réaliste et réalisable pour la simple raison d'abord, à part les 33% prélevés par la douane, le ministère du Commerce enregistre 2500 francs guinéens sur chaque litre de carburant vendu en République de Guinée. Alors, essayez de faire le calcul. Mais comment ça? Comment expliquez-vous les 2500 que vous attribuez d'emblée au ministère du Commerce? Qu'est-ce que ça représente? C'est lui-même qui l'a affirmé sur Nostalgie. Et dans le calcul, si tous les acteurs étaient assis, c'est là où chacun doit poser d'abord la problématique, discuter pour qu'on s'accorde sur des pourcentages précis. On ne peut pas comprendre, par exemple, que la marge du distributeur fasse 13%, la marge de transport 24%, l'État encaisse des frais de passage et autres à hauteur de 3%, etc., sans compter la TVA. La TVA qui est de 18%. Vous dites que si tout le monde était autour de la table, est-ce que vous avez été exclu des négociations? Nous avons été exclus par simple discrimination et par simple volonté du ministre du Travail à ne pas engager les négociations avec nous. Bien. Ah bon, vous dites bien le ministre du Travail, vous parlez du porte-parole d'Amanta Albert Camara? Affirmatif, parce que c'est lui notre interface avec le gouvernement. Bien. Allez. Et sur la question des coupeurs de route, que réclamez-vous? Sur la question des coupeurs de route, la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie a montré ses limites. On a tellement de militaires, de gendarmes, de policiers dans ce pays qu'on peut former près de 300 000 au moins chargés de surveiller nos routes nationales. Au moins qu'à chaque 70 km, une brigade puisse intervenir. Bien. Sans compter que l'armée, dans le budget, dans la projection du développement de l'armée, vous avez 1000 milliards par an. Voilà. Plutôt 1 milliard, oui, 1000 milliards, je crois, c'est ça. C'est quelque chose comme ça, à vérifier. Voilà, et là, salut Diallo. En tout cas, grand merci, monsieur Diallo, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, c'est à moi de vous remercier. Allez, à très bientôt, au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dans un instant, Faya Bourno François, voilà, nous allons l'appeler, nous allons l'avoir dans ce studio, pardon, pour nous parler un petit peu du PEDN. Oui, ça fait un parti, on n'entend pas parler de PEDN, on va l'écouter dans un instant dans ce studio, va venir avec, pourquoi pas, des nouveautés, si on peut appeler ça comme ça. Allez, Ahmed, on a écouté Elage, qui patauge un petit peu quand même. Écoutez, on a écouté Elage, mais moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est que même si on ramène le carburant à 4000 francs, je pense que c'est notre souhait aujourd'hui. Ouais. Mais comme on l'a posé dans ce studio, il va falloir qu'on soit quand même réaliste. Est-ce qu'il est possible de ramener le prix du carburant à 6 000 francs? Je pense que c'est la question. Il nous disait tout de suite que le ministère du Commerce prend 2500 sur chaque litre. Moi, je pense que c'est quelque chose que nous allons vérifier dès que nous allons sortir de ce studio pour voir exactement, parce que nous, cette information, nous, on n'a pas. Donc, nous allons chercher à comprendre exactement.
Et moi, ce que je veux dire au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de baisser le prix du carburant parce que le prix a baissé sur le marché international. Mais le prix peut augmenter également du jour au lendemain. C'est-à-dire demain. Alors, si ça augmente, de ces facteurs-là. Alors, si ça augmente demain, qu'est-ce qu'on va faire? La flexibilité a été signée. Hein. Voilà. Oui, la flexibilité a été signée. Absolument. Mais ça devrait se sentir pratiquement tous les jours à la station. Quand on va aujourd'hui, bon, même pas tous les jours forcément, mais quand on vient à la station, chaque semaine. Ouais. Mais pour l'instant, est-ce que vous l'avez senti? Moi, je ne l'ai pas senti. Donc, je signale qu'il ne suffit pas de signer, mais il faut mettre en exergue. Sinon, s'il y a une augmentation, on risque de se trouver face au mur parce que les populations ne comprendront jamais. C'est clair. Non, mais peut-être pour aider Ahmed Kamara dans la suite de son commentaire, ce qui est à dire, c'est que au terme des négociations, samedi, au ministère de l'économie et des finances, il a été dit, rappelé à l'esprit de chacun et de tous que les plates sont dans une dynamique haussière et qu'il faut s'attendre donc à ce que les prix des produits pétroliers à la pompe en Guinée et ailleurs dans le monde montent, prennent de l'ascenseur à partir de fin avril, mois de mai. Donc je pense qu'une nouvelle hausse, un réajustement à la hausse n'est pas du tout exclu en Guinée et dans beaucoup d'autres pays à partir de fin avril au mois de mai. Mais si la flexibilité, le principe de flexibilité est entré en vigueur, je pense que cela devrait se ressentir au niveau des différentes stations-service. Il faut faire comprendre, il faut expliquer aux populations. Il faut faire comprendre aux populations. C'est important, Lamine. Ce qu'il dit Lamine. Oui, bien sûr. Parce que regardez, avec ces transports, ces tarifs qui ont été fixés, il n'y aura pas de répercussions sur le panier de la ménage. C'est pourquoi on dit que le peuple est le grand perdant dans cette grosse farce. Voilà, allez, avant de recevoir François Bourneau, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, il est notre premier invité, donc responsable communication du côté de PEDN de l'ancien Premier ministre, c'est bien Lansana Kouyaté. Voilà, on fait un tour sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Bassamba Diallo qui écoute l'émission du côté de Bruxelles, scandale de Donka. Voilà, il le titre comme ça. Pour un pareil scandale, le ministre de la Santé devrait démissionner après avoir pris des sanctions à l'encontre de la directrice de l'hôpital Donka et l'équipe médicale qui s'est occupée de la dame qui a perdu la vie. Donc ici, c'est le système qui a failli, mais pas seulement une pauvre stagiaire. Donc Bassamba Diallo qui nous envoie ce message du côté de Bruxelles. On reste là-dessus avec ce tout message qui nous envoie Monsieur Ba du côté de New York. Aboubacar, juste dire que Junior n'est pas le nom de Souka. C'est pas le nom que Souka parlait dans son procès. Le Junior Souka est en Sierra Leone. Si vous en doutez, prenez la photo de Junior. Arrêtez d'aller le montrer aux jeunes de Dixon Mosquée. Ils vous diront que ce n'est pas lui. Donc c'est Ba qui nous envoie ce message depuis New York. Voilà, à l'écoute de l'émission. On va rester là-dessus avec un dernier message qui nous envoie Thierry, voilà, qui écoute l'émission. Là, je peux pas lire le message. Allez, François Bourneau avec nous dans ce studio. Bonjour François. Oui, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les espaciens. Voilà, bienvenue chez les GG. Et cette première question, comment va le PEDN aujourd'hui? Merci pour cette question. Le PEDN va très très bien, il se porte très bien. Vous savez que le PEDN est créé en 2009, donc c'est un très jeune parti. Mais aujourd'hui, vous savez tous les scores qu'on a enregistrés aux élections passées. Seulement malgré qu'aux législatives, comme le dit la mascarade, vous savez ce qui s'est passé. Mais vous savez, quand on est très nouveau, on essaie à un moment donné de voir quelle est la meilleure démarche. Et cette meilleure démarche, nous avons fait le diagnostic des élections présidentielles et législatives. Nous avons bâti un dispositif autour duquel nous avons travaillé. Et aujourd'hui, en termes de structure de base, en termes de structure d'instance nationale, j'ai pu vous dire que le PDN se porte très très bien. Voilà. Mais si on devait faire un classement aujourd'hui, le PDN se situerait par exemple à quel rang? Vous savez, depuis les présidentielles, nous avons occupé la 4e place. Je pense que nous sommes jusque-là à ce niveau. On attend les élections communales et les élections présidentielles pour pouvoir évaluer nettement le poids politique de tous les partis, parce que nous luttons pour que les élections soient transparentes dans ce sens-là. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, depuis quand même quelques temps, le retrait, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, de votre leader, le Premier ministre Lansana Kouyaté, qu'on ne voit pas sur le terrain, sur le front de manifestations, et depuis beaucoup de temps, il n'est pas aux côtés de ses pairs de l'opposition pour continuer le combat pour la transparence des élections à venir.
Non, il n'y a pas eu de retrait. Le président, c'est vrai qu'il est en voyage, mais je pense que c'est le PDN. Le PDN est présent dans toutes les manifestations, toutes les rencontres de l'opposition. Nous participons à l'animation du jeu politique dans notre pays. Nous travaillons aussi pour le parti. Ce voyage du président est un choix du parti et je pense qu'aujourd'hui, il participe à tous les processus de prise de décision au sein du parti. Mais seulement qu'il n'est pas sur l'orientation. Sur le terrain est mieux que ça. Sa présence donne quand même une résonance particulière à la participation du PDN. Non, vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire clairement, c'est que nous nous battons pour construire un parti fort. Est-ce que vous voyez, un parti fort ne doit pas seulement se limiter à l'image du président. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que d'ailleurs le président Kouyaté est en train de faire, malgré qu'il est en voyage, il est énorme parce que l'impulsion qu'il est en train de faire dans l'action du parti sur le terrain, je pense qu'aujourd'hui, on est fiers. Je vous en prie. Nous sommes fiers aujourd'hui. Mais non. Vous parlez de terrain. Je vais vous laisser parler. Mais seulement, on ne peut pas nous mettre ça dans les yeux quand même, quoi. C'est pas possible. C'est pas dans les yeux, je vous le mets. Désolé, il n'est pas sur le terrain, votre président. Et vous dites l'impulsion qu'il est en train de faire par rapport au parti. Mais on va où, là, François? Le jour des élections. Les gens, la communication qu'on fait, c'est pourquoi? Pour que les gens votent pour le PDN. Et je pense qu'aujourd'hui, les missions qui sont allées à l'intérieur du pays, dans les communes de Conakry, est-ce que c'est M. Kouyaté qui allait prendre des kits, aller dans les quartiers, installer les bureaux? Je pense que c'est cela qu'il faut voir. Il fallait que ce travail soit consolidé sur le terrain. Aujourd'hui, il faut être fier de l'image que nous avons à Kankan. Fier de l'image que nous avons à Kankan. Aujourd'hui, nous avons des structures qui font la fierté du parti dans ces circonscriptions. Je pense que cela n'est pas les grandes gueules. Quel est le travail qui se fait réellement sur le terrain? Dites-nous, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? La mise en place des structures, la lutte contre Ebola, ça c'est tous les partis s'y sont mis. Mais vous particulièrement sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait pour consolider le PDN? Justement. Concrètement, nous avons mis les structures en place. Certaines existaient. Nous avons revu ces structures. Elles ont été consolidées aujourd'hui. Et je pense que nous ne sommes pas en période de campagne pour voir le PDN avec des fanions dans les rues. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ces structures existent. Le parti est bien formé, donc à la base. Je pense que c'est ce qu'il faut, parce que c'est ces dispositifs consolidés qui nous permettent de bâtir une bonne campagne, n'est-ce pas, une bonne stratégie de communication et une meilleure mobilisation des électeurs et des citoyens pour assurer notre victoire sur laquelle nous comptons aux élections. Voilà, François Bourneau, il se défend bien ce matin sur les GG, mais on va revenir un peu plus tard là-dessus. Allez-y, Ahmed Kamara. Alors François Bourneau, vous disiez à l'instant que vous participez à toutes les prises de décision au niveau de l'opposition, vous participez à toutes les actions. Mais aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe entre vous et l'opposition qui siège au niveau du Parlement, puisque le leader du PEDN, lui, n'a pas accepté de siéger? Oui, comme je vous l'ai dit, la dynamique de l'opposition, elle est de mise, elle est maintenue, nous l'animons. De l'autre côté, nous ne sommes pas à l'Assemblée, vous le savez. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les observateurs nous donnent raison. Parce que quand vous écoutez les députés, ils vous disent clairement, nous sommes là-bas, mais les choses, ça ne bouge pas. Je pense que l'action politique devait être privilégiée au niveau de l'opposition. Cette action politique, ce n'est pas parce qu'on est contre les intérêts de ce pays. On va à l'Assemblée pour faire avancer les choses, pour voter des lois, pour participer au contrôle de l'action gouvernementale. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été fait, est-ce que le gouvernement est contrôlé? Est-ce que ils ont clôturé la session des lois l'année passée? Ils ont clôturé la session budgétaire. Quelle est la loi qui a été votée? Ce sont, n'est-ce pas, des conventions. À vous entendre, M. Bourneau, on sent bien la fracture, en tout cas idéologique, entre vous, PDN, et ces partis de l'opposition qui ont accepté d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Non, mais vous n'allez pas quand même dire le contraire. Alors, est-ce que moi j'ai comme l'impression que le retrait, j'insiste sur le mot, entre guillemets, de M. Kouyaté s'expliquerait par le fait que ses collaborateurs, ses amis de l'opposition, les leaders avec lesquels il a mené tout le combat, ont accepté finalement d'aller à l'opposition. Il pourrait prendre ça comme si c'était une sorte d'allégeance au pouvoir en place. Est-ce que cela n'explique pas un peu une sorte de refroidissement à son niveau? Non, pas du tout. Et personne de l'opposition ne vous le dira. Nous sommes dans notre logique et tout le monde le sait. On a choisi de s'opposer à Alpha malgré qu'on l'ait soutenu aux élections de 2010 parce que nous avons une conviction.
parce que nous sommes dessus de l'orientation qu'il s'est tracée et de l'application de la politique qu'il est en train de faire. Nous sommes dessus par rapport à ça. Donc, allier l'opposition ne veut pas dire qu'on s'aligne derrière un leader. Nous sommes dans une vision. Et cette vision est partagée par tous les autres partis qui sont dans l'opposition. Et nous luttons dans ce sens. La question de la présence du président à l'extérieur du pays, son voyage actuel, je vous l'ai dit, c'est un choix du parti. Et la stratégie, elle est personnelle au PDN. D'autres partis aussi ont leur stratégie qu'on ne peut pas développer. Oui, mais on a l'impression que la stratégie du PDN, c'est la chaise vide en permanence. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie ne risque pas finalement de nuire au PDN? Parce que un parti, c'est comme on le dit souvent, c'est le terrain qui commande. Et on sent que le PDN n'est pas sur le terrain. Djibril, je voudrais savoir quel est l'indicateur qui vous permet de dire que le PDN n'est pas sur le terrain. Je vous ai dit que un parti politique, c'est les structures de base, n'est-ce pas? Il y a une chose que Lynx FM fait. Je pense que si vous faites aussi cet effort, ça va beaucoup nous aider. Parce que Lynx FM, à chaque week-end, il nous envoie des reporters pour couvrir nos assemblées. Ils rendent compte. Je vous invite les samedis à déléguer des reporters à notre siège. Vous verrez ce qu'on est en train de faire. Je vous ai dit, le RPG qui est là aujourd'hui au pouvoir, ils ont plus de combien d'années d'existence? L'UFDG qui est là aussi, combien d'années d'existence? L'UFR, ainsi de suite. Le PDN n'a que 5 ans. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, regardez la grandeur. Vous pensez que c'est un critère? Non, je vous le dis. Monsieur Bruno, venir constater ou venir voir ce qui c'est pas la mobilisation au niveau des sièges à l'occasion des assemblées hebdomadaires. À mon avis, c'est pas un critère déterminant pour classifier tel ou tel parti politique. Alors, je peux vous poser une question. Oui. Je voudrais que vous me donniez un critère. Non. Allez-y, Jibril. Je vais avoir un critère sur lequel vous vous basez pour dire je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand vous avez répondu à la question de Mohamed Djibril, quel était votre poids? Vous avez dit, vous êtes référé aux résultats de l'élection présidentielle et des élections législatives. Je pense que vous êtes la 4e force politique de la Guinée, cela vous est reconnu. Mais on ne peut pas jauger de la force, de l'importance d'un parti politique sur l'échiquier politique national si on au travers des assemblées extraordinaires. Non, c'est vous qui avez résumé à ça. Je vous ai donné les premiers détails. Je vous dis, nous avons fait je vous ai dit qu'on a mis des structures de base en place. Ça vous a pas convaincu? Je vous ai dit, amenez aussi vos reporters au siège. Pour l'instant, je vous ai dit qu'on n'est pas en période de campagne. Peut-être en période de campagne, vous allez dire, oui, on voit les autres se mobiliser là, ils font ça. Mais on n'est pas en période de campagne. Pour l'instant, pour évaluer l'existence d'un parti, c'est l'animation de sa vie à la base et l'animation de ses structures au niveau national. Alors, monsieur Faye François Bruno, vous nous avez dit tout à l'heure que pratiquement la mise en place, l'installation de l'Assemblée n'a pas servi à grand-chose. Est-ce qu'à votre avis, les autres leaders devraient faire la même chose, appliquer la pratique de la chaise vide? Est-ce qu'il fallait le faire à votre avis? Deuxième question, il y a quand même des rapprochements entre certains partis politiques. On parle notamment du PDN et de l'UFR. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, la question de dire que les autres ne devaient pas aussi être à l'Assemblée, je ne peux pas me prononcer là-dessus, étant donné que chaque parti, ce sont leurs militants qui leur ont demandé d'aller ou de ne pas aller. Nous vous avons dit que c'est la base qui a dit de ne pas aller. Les autres aussi ont dit la base nous demande d'aller. Donc je ne peux pas apprécier. Il les appartiendra de voir l'opportunité de continuer à rester ou pas. De l'autre côté, le rapprochement entre le PDN et l'UFR, ce n'est pas un rapprochement dans un sens d'alliance. Pas du tout. Nous sommes dans l'opposition. Les hommes politiques, le plus souvent, quand ils se voient, ils échangent sur les questions d'intérêt national. Parfois, les points de vue convergent comme ça peut diverger. C'est dans ce sens que le plus souvent, les rencontres se font entre les deux hommes, mais pas dans un cadre d'alliance, pas dans un cadre dans un cadre de candidature unique. Ça, c'est exclu. Alors, monsieur François Bruno, vous reconnaissez à l'instant que vous êtes de toutes les façons satisfait de ne pas avoir siégé au niveau de l'Assemblée nationale, vu aujourd'hui tout ce qui se passe de ce côté. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont vos chances sur le terrain quand on sait que vous partagez le même bastion que le parti au pouvoir, c'est-à-dire la Haute-Guinée? Ça, c'est une très belle question. Parce que les chances du PDN aujourd'hui sur le terrain en Guinée sont énormes. Elles vont de la déception aujourd'hui des citoyens guinéens de façon générale. Vous savez, l'une des grandes difficultés qu'on a eues, c'est surtout au niveau de la Haute-Guinée.
n'est-ce pas, où les gens avaient une certaine analyse de la situation politique. Mais aujourd'hui, je pense que la compréhension a changé, les langages ont changé et les prises de décision ont changé. C'est pourquoi je vous donnais tout à l'heure les références sur Sigirine, sur Kankan et d'autres préfectures sur lesquelles on est aussi en train de travailler. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance parce que nous enregistrons beaucoup d'adhésions. C'est pourquoi tout à l'heure je vous invitais au siège parce que vous allez voir aujourd'hui beaucoup d'adhésions. Ces adhésions sont estimées à combien? Des groupes de jeunes. Tous les partis politiques. Des groupes de jeunes. La même chose. C'est la même rengaine, c'est la même antienne. On dit effectivement que on a enregistré des adhésions à l'occasion des assemblées extraordinaires. Dites-nous véritablement aujourd'hui quel est le nombre d'adhésions que vous avez enregistré jusque-là. Justement. Je vous en prie. Voilà. Mais c'est lui qui a parlé d'adhésion. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Je ne peux pas vous dire dans ce studio, voici tel a adhéré, mais pour que vous-même vous soyez témoin de ça, je vous invite à voir ces adhésions, c'est passé devant vous, à voir ces groupes de jeunes, de femmes qui tiennent des discours d'adhésion dans nos locaux. François, on va revenir dans un instant. Nous avons M. Sidia Touré en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous avez entamé une tournée à l'intérieur de la Guinée pour constater de visu le vécu quotidien de vos compatriotes. Donc, question simple, quel constat avez-vous dressé déjà que vous êtes dans la région forestière? C'est trop long pour le constat. Le fait est que nous nous sommes aperçus qu'il va aller en contact direct avec les populations à la base et rompre avec le système pour le moment de meeting avant la campagne pour nous rendre compte effectivement de ce que nos compatriotes vivent au quotidien là où ils habitent. Et ça, nous l'avons fait en Basse-Guinée, au Fouta, en Haute-Guinée. Nous sommes dans la zone forestière aujourd'hui. À mon sens, le lieu commun de tout cela, c'est la misère ambiante et le sentiment d'abandon que les populations guinéennes ont aujourd'hui de leur administration, de leur gouvernement. Et vraiment la peine du quotidien qui empire. C'est ce que nous avons constaté partout. Oui, mais par quoi peut-on mesurer cette misère, cette paupérisation? Ça c'est pas mal, ça. C'est pas les conditions de vie des gens. Vous vous rendez compte que quand vous rencontrez les gens, leur habillement, le faciès, l'environnement, l'habitat, mais le discours qu'eux-mêmes tiennent, à savoir que depuis des années, ils ne savent plus très bien à quoi s'en tenir. Et ça, je crois que c'est pas compliqué, ce ne sont pas des discours politiques. Les gens s'assoient avec vous, vous discutez le soir ensemble, des fois vous venez, vous vous arrêtez et vous parlez de ce que nous n'avons plus ceci, les plaines ne fonctionnent pas, nous ne sommes pas soutenus. On n'a pas d'assistance par rapport à l'amélioration de l'agriculture. Nous n'avons plus d'activité économique dans la zone. En ce qui concerne la forêt, il faut admettre que depuis un certain temps, c'est une rupture totale. Et l'état des routes n'ajoute pas un plus à tout ce que je viens de dire. Alors, Monsieur Touré, on sait que durant votre tournée, les enfants ne sont pas restés en marge. Sur la page Facebook de votre parti, je vous ai vu avec des écoliers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de si particulier? Non, ces feux-là, c'est vraiment les conditions de transport, ou tout au moins pour aller simplement à l'école. Quand vous quittez la ville de Kisitougou pour aller à Massanta et ensuite à Zérékoré, je vous assure, sur la nationale 1, vous allez vous rendre compte de l'état du pays-là. Vous avez des cratères là-bas quand la petite saison des pluies qui en forêt commence vers la fin du mois de mars. Vous avez des cratères dans les rues où un véhicule 4x4 peut complètement disparaître. Donc, dans quelques mois, moi je ne sais pas comment nous allons faire la campagne parce qu'il y a des zones, notamment en forêt, qui seront totalement inaccessibles. Alors, les enfants, eux, c'est surtout le problème de la circulation, le problème du transport et le fait que l'école commence dans des conditions extrêmement pénibles. Justement, Monsieur Touré, par rapport à ces conditions pénibles, il y a Ebola quand même qui s'est invité dans la danse. C'est compliqué sur le terrain. Dites-nous à l'intérieur quel constat vous avez pu faire, mais aussi parlez-nous de l'accueil qu'on vous a réservé du côté de la région forestière. Non, l'accueil est chaleureux. Nous n'avons pas été faire des meetings, comme je dis. Nous sommes allés directement voir les différentes
responsables, les différents responsables sociaux, que ce soit les communautés, que ce soit les commerçants, les jeunes, les sotikemons. L'accueil est très chaleureux, mais c'est une zone qui, à partir de Kisuku, est en pleine difficulté parce que Ebola a fait pratiquement, enfin en tout cas Ebola a rajouté aux difficultés qui existaient auparavant et l'activité est aujourd'hui à l'arrêt complet. Donc quand il n'y a pas d'activité, et je viens de vous parler de l'état des routes, je vous parle maintenant, vous rajoutez cela effectivement Ebola, les gens sont assis mais ils ne mangent pas avec ça. Ils sont ouverts, ils ont compris tout simplement qu'ils sont pratiquement à l'abandon par rapport à toutes ces questions-là. Le problème d'Ebola est pris en charge par les ONG, mais ils pensent qu'ils auraient pu en sortir dans de meilleures conditions si on y avait consenti beaucoup plus d'efforts. Monsieur Sidia Touré, discuter avec les gens, c'est bien beau pour comprendre leurs problèmes, constater de visu leur misère, comme vous l'avez dit tantôt. C'est quand même une façon de ratisser large, de ramener dans votre escarcelle les déçus du pouvoir d'Alpha Condé. Est-ce que finalement cette tournée ne s'apparente pas à une campagne électorale avant l'heure? Mais je ne vois vraiment pas quel est le mal qu'il y aurait à cela. Mais l'objectif aussi, c'est de rectifier son discours. Quand vous parlez directement avec les gens et que vous vous rendez compte que ceux qui sont en train de vous exprimer correspondent effectivement à leurs besoins, cela permet d'adapter le discours politique au lieu de s'asseoir à Conakry et faire de faux discours. Moi, je conseillerais par exemple à Alpha Condé, au lieu de prendre des avions pour tourner à gauche, à droite, de prendre une 4x4 et de se promener dans son pays. Franchement, il va constater quelle est la réalité à l'intérieur de notre pays. Et c'est le rôle du politique, ça. C'est l'appréciation saine des réalités. On ne va pas tenir des discours maintenant, est-ce que cela est bon pour votre parti ou pas, ça c'est une autre question. Et cela permet, en tant qu'homme politique, de vous dire des choses qui correspondent à la réalité du terrain, et ça c'est très important. Ouais, mais l'homme politique aussi cherche à charmer des électeurs potentiels dans la perspective des joutes électorales qui se profilent à l'horizon. C'est aussi ça votre rôle. Ça c'est parfaitement normal. Si on ne fait pas ça, on fait quoi? Voilà. Vous voulez qu'il y ait le maximum d'auditeurs pour vous écouter, c'est normal ça, ou bien? Bien sûr. Alors pour arriver à ces élections, monsieur le Premier ministre, monsieur le président de l'UFR plutôt, il faut passer d'abord, il faut d'abord sortir de l'impasse politique dans laquelle la Guinée est engluée depuis 4 ans, moi, si on peut le dire comme ça. Et alors, comment comptez-vous vous y mettre avec tous vos collègues de l'opposition pour arriver donc à obtenir des conditions d'organisation transparentes pour ces élections, à mon avis, assez cruciales à venir? Premièrement, je ne renie pas le titre d'ancien Premier ministre. J'étais Premier ministre près de 3 ans en Guinée, j'en suis particulièrement fier. Donc si vous m'appelez Monsieur le Premier ministre, je l'accepte. Ouais. Ceux qui ne veulent pas entendre ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Donc ça, c'est pas grave. La deuxième chose, effectivement, il faudrait qu'un jour vous appelez Alpha Condé aux grandes gueules pour lui demander pourquoi depuis 4 ans le débat est crispé sur la tenue d'élections qui sont constitutionnellement prévues dans son pays et qui dans tous les autres pays s'organisent de manière consensuelle après une discussion, après un dialogue avec l'opposition. Nous cherchons à avoir des élections communales depuis 2011. Nous avons signé des accords en 2013 pour les tenir avant la présidentielle. Aujourd'hui, nous commençons par la base, excusez du peuple. Allez. Ça se dégrade, hein, la ligne. Hein, il dit, vous allez essayer de rappeler. Hein, voilà, s'il y a pas de problème. Allez. L'autre question qu'on pouvait poser peut-être. Allez, notre invité est là dans ce studio. C'était par rapport un petit peu au carburant parce qu'il y a beaucoup de réactions. Justement, moi je voulais demander à M. Sidia Touré la même question que j'avais posée à François Bourouno à travers donc sa tournée. Quelles sont les chances qui s'offrent aujourd'hui à l'opposition? Et aujourd'hui, est-ce qu'il pense qu'il est impératif qu'il y ait une alternance en Guinée? Et si oui, il y a une alternance, quelles sont aujourd'hui les chances de l'opposition? Est-ce que l'opposition est capable de faire une alternance aujourd'hui en Guinée? Ouais, c'est l'autre question qu'on peut poser. Quelle est la stratégie? Parce que François Bruno peut peut-être répondre à la question. Quelle est la stratégie de l'opposition? Parce qu'on a l'impression que l'opposition est incapable aujourd'hui de nous décliner une stratégie claire, lisible. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie? La stratégie de l'opposition dans ce sens, elle est très simple et même facilitée par Alpha Condé et son pouvoir. Elle va d'abord de la communication.
que nous devons faire et que nous faisons au quotidien pour faire comprendre aux Guinéens ce qui se passe dans leur pays. Et ce qu'ils vivent aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base de ça? Leur faire savoir que ce qui est à la base, c'est la mauvaise gouvernance. C'est des politiques inadaptées aux conditions qu'ils vivent au quotidien dans leur cité qui font qu'ils sont dans cet état de pauvreté, dans cet état de misère. De l'autre côté, vous voyez aujourd'hui des Guinéens très déçus. Nous sommes face à une menace, Ebola. Les gens, le raisonnement, il est très simple. Ebola, c'est une question de santé publique. Si la maladie a existé et qu'elle a perduré, qu'elle a ravagé des milliers de Guinéens, c'est parce qu'il y a eu des politiques de santé inadéquates, inefficaces, inefficientes. C'est dans ce sens que les Guinéens aujourd'hui sont prêts à prendre leurs décisions pour dire que plus jamais avec la gouvernance d'Alpha Condé. De l'autre côté, les jeunes vous disent clairement, le niveau de chômage, il est insupportable. Il est insupportable parce que les conditions n'ont pas été créées. Le tissu économique mis en place par le régime d'Alpha Condé, il est totalement désuet. Donc aujourd'hui, les jeunes n'attendent même plus que nous venons vers eux. Ce sont eux qui viennent vers nous pour dire, franchement, vous les leaders de l'opposition, prenez vos dispositions parce qu'il faut que l'alternance réussisse en 2015. Ça c'est clair. Les femmes vous disent clairement ce qu'elles vivent au quotidien, au marché, dans leur foyer. La souffrance, la misère, l'insécurité qui est là aujourd'hui. Personne n'arrive à dormir comme il le faut. Tu rentres le soir, tu es inquiet. Parfois même en pleine journée, tu es inquiet. Donc ces inquiétudes, la somme de toutes ces inquiétudes, de toutes ces souffrances, de toutes ces déceptions font que l'opposition a toutes les chances, sans utiliser même des méga moyens, de battre Alpha Condé sans difficulté. Ouais. C'est pourquoi nous nous battons pour la transparence. Seulement la réalité du terrain, parce qu'on a vu le président il y a 2 semaines du côté de Bambeto, avec, quand il allait prier. Oui. Et la sortie, je vais dire, de la population de Bambeto, c'était autre chose. Ce que vous dites là et le terrain, je pense qu'il y a 2 couleurs quelque part. En même temps, ce qui se passe, François Bruno, c'est qu'il y a un approchement entre le RPG Arc-en-Ciel et le président de PEDN. Je parle en connaissance de cause. Il y a eu un contact. Vous n'allez pas nier. Vous allez me regarder dans les yeux à le dire. Voilà. Et vous n'allez pas le nier parce qu'on sait bien que le cas Kassori, je veux dire, ça a donné une leçon à tout le monde aujourd'hui. Kassori, il est aujourd'hui ministre d'État du côté de la présidente de la République. Je sais que récemment, il y a eu un contact entre la présidente de la République et Lansana Kouyaté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit exactement? Je réfléchis. Ça veut dire quoi exactement? Eh ben, il y a toujours possibilité de retravailler avec le président Alpha Condé. Je commence d'abord par la première question parce que la dernière là, j'ai beaucoup de détails à donner là-dessus pour que vous compreniez mieux que c'est vraiment des affabulations. La première question que vous posez, la visite d'Alpha à Bambeto. Je pense que les gens doivent être fiers de l'image que l'opposition a donnée encore, des militants de l'opposition ont donné encore ces jours. Ils ont essayé de démontrer à la face du monde que nous n'avons pas une haine contre une personne. Nous essayons de recevoir chez nous tous les Guinéens. Alpha Condé, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Alpha que nous le décrions, que nous manifestons contre lui. Mais c'est parce qu'il applique de mauvaises politiques. Je pense que c'est ce message qui a été donné là. On appelle ça l'égoïsme. Je suis désolé, c'est la politique. De l'autre côté, M. Lamine, quand vous dites qu'il y a un rapprochement entre Alpha et Lansana Kouyaté, je pense que c'est trop dit. Les tractations, ça c'est tout, le président Kouyaté vous l'a toujours rappelé. Jusqu'à un jour, il est allé pour vous dire... Je parle de récemment. Oui, c'est ce que je vous dis. Voilà. Je rappelle que les tractations, ce n'est pas maintenant, récemment. Depuis qu'Alpha est élu, depuis un certain moment. Monsieur François Bourgoudou. Non, vous m'avez posé une question. Il a été proposé à Lansana Kouyaté ministre de la République, ministre de la République, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État de la République. Vous le savez. Vous le savez très bien qu'il dit vrai. Lamine, qu'il propose ceci. Quelqu'un, je vous dis quelque chose de très simple. Quelqu'un qui a refusé, sur recommandation de ses militants, de siéger à l'Assemblée. Quelqu'un qui vous a dit ici publiquement, je ne redouble pas ma classe, lorsqu'on lui proposait même le poste de Premier ministre. Quelqu'un qui refuse la primature, est-ce que lui, il peut vous accepter un ministère d'État? Avec tout ce qui se passe dans ce pays-là, ce que je peux vous dire aussi, je vous dis aussi, non, ça, nous sommes catégoriques là-dessus. C'est faux et archi faux. Monsieur Kouyaté ne s'attend à rien. Si Alpha veut
comme nous avons l'espoir sur notre victoire, si Alpha veut, nous pouvons faire de lui sous-préfet à Pneu lorsqu'on sera président. Ça c'est clair. Mais dire que nous... J'ai du mal à vous suivre. Vous parlez comme si un revirement à 360 degrés n'était pas possible. On a tous écouté les grandes gueules. Kassori qui disait... Non, mais écoutez. Oui, allez-y. Kassori n'est pas... La politique c'est quand même une dynamique, c'est pas une valeur absolue. Vous n'avez pas me démentir. Voilà. Et la politique, l'exercice de l'action politique est guidé par des intérêts. Si Kassori trouve son compte à travailler avec le président Conté, il n'y a pas de mal que Lansana Kouyaté, j'y arrive enfin, trouve son compte à travailler avec le président Condé, il n'y a pas de mal qu'il retravaille de nouveau avec le professeur Alpha Condé. Mais d'accord. Alors pour l'aider, un seul proverbe pour aider Djibril. Peut-être que Djibril pour aider aussi Bruno. Comme on dit généralement en Afrique, chat échaudé craint l'eau froide. Je pense que Lansana Kouyaté sait par où il est passé avec le procès Alpha Condé. Je pense pas qu'il va se laisser avoir une deuxième. Je vous dis quelque chose. Djibril, vous savez, on débat d'une question extrêmement importante. Donnez-moi. On commence par K, Kouyaté, Kassori, peut-être qu'il confond les cas. Je vous dis que on débat de quelque chose extrêmement important. Et il faut que je donne certaines précisions. Il est hors de question. Hors de question. François. Laissez-moi communiquer. Vous savez, en parlant ici, c'est des millions de Guinéens. Je le sais très bien. En particulier, je suis conscient de ça. C'est les militants du PDR qui nous regardent à la télévision. J'ai l'obligation de les rassurer. Bien. J'ai le devoir de les rassurer pour leur dire qu'il est hors de question de voir le président du PDN dans un gouvernement d'Alpha. Ça, c'est hors de question. Le président Kouyaté, vous savez, ici, ça s'est dit plusieurs fois. Même les autres leaders de l'opposition. Récemment, on apprenait qu'il y a un qui a proposé Premier ministre encore. Et ça, c'est des choses qui se racontent au quotidien. Mais rassurez-vous que le PDN est dans une dynamique, n'est-ce pas, de se battre pour sauver les Guinéens dans la misère qu'ils sont aujourd'hui. Et cela, ce n'est pas possible avec Alpha. Voilà, c'est possible avec notre propre gouvernance. Là où Alpha est, c'est là-bas que Kouyaté veut. C'est là-bas nous voulons mettre Kouyaté. Donc il est hors de question de parler des ministres. Attendons de voir. Allez-y, madame. Dernière question. Peut-être dire avant la présidentielle, mais quand même, ma question, vous dites que vous avez de très bonnes politiques pour pouvoir vaincre Alpha en 2015 lors de la présidentielle. Peut-être que vous parlerez de la même voix après, mais est-ce qu'aujourd'hui l'opposition parle de la même voix? Parce que autour, en tout cas, d'une éventuelle candidature unique, chacun tire les draps de son côté. Est-ce que vous pensez qu'avec cette division, cette incompréhension au niveau de l'opposition, c'est possible de battre Alpha en 2015? Je ne pense pas qu'il y ait une incompréhension fondamentale au sein de l'opposition. Dans une dynamique politique de ce genre, il y a deux logiques. Il y a la logique de la contradiction principale, il y a la logique de la contradiction secondaire. Aujourd'hui, la contradiction principale, c'est que tous les leaders de l'opposition que nous sommes opposés à Alpha. Nous luttons contre son système, nous luttons contre son régime pour une alternance. La contradiction secondaire, c'est entre nous. Ne pensez pas que l'opposition qui est là, n'est-ce pas, nous allons toujours conjuguer le même verbe. C'est des partis différents. Sinon, s'il fallait jouer à ce jeu, alors créons un parti pour que tous les leaders soient ensemble. Donc, il faut se dire clairement qu'il y a l'unité au niveau de l'opposition. Et nous travaillerons dans cette symbiose pour vaincre Alpha. Voilà. Allez, François, en tout cas, grand merci d'être passé dans cette émission ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec le député uninominal de Pita. C'est bien sûr monsieur Jules Deschaux, qui va être dans la troisième partie de cette émission. Toute l'équipe des GG. On se fait une pause et puis on revient à partir de 11h. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dernière ligne droite de cette émission, les GG sur Radio Espace, les versions jeudi, pardon. On part jusqu'à 11h30. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, évidemment. Mesdames et messieurs, c'est notre autre que le député d'où exactement? Pita, voilà, c'est bien cela qui est dans ce sujet. Il n'y a pas de problème, voilà. On va y aller là-dessus dans un instant. Mais d'abord, quelques mails qui tombent en live sur notre plateforme. Kernonou Diallo qui nous envoie donc ce mail qui dit l'opposition n'a
qu'à attendre le couplage de ces élections parce que la CENI n'attend que l'ordre de la primature et il y aura point d'alternance en 2015 malgré la dynamique qui mène l'opposition sur le terrain. C'est mon point de vue. Donc c'est nous Diallo qui nous envoie ce message en direct chez les GG. On a notre invité Abaka Diallo. Oui, notre invité, M. Jules Desso, donc qui est député uninominal de Pita. Et il a été élu sous la bannière de l'UFDG, donc le parti de la cellule d'Alain Diallo. La première question qu'on a envie de vous poser, M. Desso, c'est de nous dresser un bilan de votre participation au sein de l'hémicycle. On sait que vous avez déjà à votre actif, à l'actif de l'Assemblée nationale, 2 sessions, une session budgétaire et une session des lois. Bonjour l'équipe des EG. Merci. Je commence par vous féliciter et vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et je profite aussi pour dire bonjour à vos millions d'auditeurs. Et je fais un coucou à mes militants de Pita qui m'écoutent ici et ailleurs. Nous avons eu 2 sessions. Vous avez longuement suivi les débats. En tant que député, responsable, citoyen de ce pays, je dirais que c'est maigre comme résultat. Parce que nous travaillons dans un environnement difficile. Je ne souhaiterais pas trop m'attarder sur ça, utiliser le temps qui m'est imparti pour parler de Pita, de ma vocation, de mes ambitions pour Pita. Vous avez suivi ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne passe pas. On a une session des lois. Tout le long, nous avons eu des revendications pour mettre en place les institutions qui manquent à la République. Impossible. Ça n'a pas été une priorité pour la mouvance présidentielle. Nous avons validé des conventions de dons, de trucs de gauche à droite. Et nous n'avons pas fait l'essentiel. Je suis gêné par rapport à ça parce que le peuple de Guinée attend de nous plus que ça. Alors, vous appelez, vous nous invitez à parler de Pita, justement, parlons-en. À Pita, quelles sont fondamentalement les préoccupations des populations sur place? Vous me permettrez de revenir, j'ai parlé que de la première session des lois. Oui. La session budgétaire, c'est un grand bluff. C'est un grand bluff. On a aligné des chiffres qui ne ressemble pas à la réalité. Je suis un professionnel. Nous nous sommes égosiés à dire aux gens, disons la vérité, asseyons-nous en face, discutons des questions nationales. Aujourd'hui, le pays, il n'y a pas de solidarité. Si vous voyez comment tous les budgets, parce que notamment celui de 2014 a été géré, c'est une catastrophe. On ne peut pas, dans un domaine comme l'agriculture, envoyer dans une région 20 milliards et pour les mêmes rubriques, envoyer à l'AB 1,2 milliard, envoyer, je crois, 2 milliards vers Zérékoré et envoyer 800 millions de francs guinéens dans la région de Mamou. J'ai demandé aux gens où est la République, où nous allons avec ce niveau d'injustice. Les 2 milliards, dont vous parlez ont été dirigés vers quelle région? Les 20, c'est la Haute-Guinée, c'est Cancan. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous étiez là quand même, comme vous le dites, ces chiffres ont été alignés de manière inégale. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous pouvons que dénoncer? Mettre sur la table. Vous avez écouté la déclaration que nous avons faite pour dire nous ne votons pas le budget. Il y a tellement de dérapages qu'on ne pouvait pas cautionner ce genre de choses. Nous l'avons dénoncé, c'est ce que nous pouvions faire, parce que si nous avions une majorité, on aurait bloqué tout et demandé des comptes aux gens qui font des choses comme ça, parce que ce n'est pas à l'honneur de la Guinée et ça ne règle pas le problème de l'unité nationale. Donc je vais passer à cette question et revenir à les préoccupations de la population de Pita. Bon, je vais commencer par me présenter. Je n'ai pas raté l'occasion pour que les gens sachent qui je suis d'abord et puis je vais aller. Donc moi je suis Jules Desso, donc en temps normal je suis un consultant international. J'ai travaillé pour le Fonds international de développement agricole comme expert senior en passion de marché au niveau de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. J'ai un peu travaillé au niveau de la division Afrique de l'Est et du Sud, aux Comores et tout ça. Donc j'ai appartenu aux équipes pays pour aider
tous les projets financés par le FIDA au niveau de cette division, en faisant des formations, en faisant des accompagnements, des designs de projets et tout ça. Donc ce que j'avais là, je le voulais pour la Guinée, mais je veux commencer par PITA. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait la mutation et je suis aujourd'hui le député uninominal de PITA. Donc pour moi, mon élection, PITA est un paquet de défis pour moi, que je mets sur une transversalité dans tous les domaines pour régler le problème de la pauvreté. Dans toutes ces dimensions, je n'ai fait que du développement. Donc je veux mettre ça au service de la Guinée et au service à travers PITA. Ouais. Mais alors, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain? C'est bien d'avoir une expérience à l'international. Ouais. Vous avez dit, vous voulez mettre tout ça au service de votre préfecture. Depuis que vous êtes là, le constat sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, l'un des segments de ma fonction, c'est servir d'intercesseur entre l'autorité administrative, judiciaire et mes populations. Pour ce premier segment, j'ai recensé 6 bons avocats jeunes, ressortissants de PITA, qui ont fait des grandes formations dans des grandes universités, qui professent aujourd'hui ici, qui ont des cabinets, pour m'aider à jouer ce rôle, parce qu'il est extrêmement important avec le niveau d'abus des autorités aujourd'hui dans tout le pays. C'était pour moi une priorité. Alors je les ai consultés en pool. Nous sommes allés à PITA, je les ai présentés au préfet, au commandant de la gendarmerie, au commissaire central de la police pour dire, voilà ces gens, je les constitue en pool pour m'aider. Parce que quand les populations se plaignent pour ne pas qu'il y ait d'abus sur elles, voilà, ces gens viennent m'aider pour ça. Ça a été fait et présenté et indiqué à toutes les populations, toutes les CRD là, je suis passé. Et ce qui est en vue à ce niveau, c'est que l'un des avocats va demander la permission à son ministre pour pouvoir animer des débats à la radio rurale de PITA. Pour expliquer aux citoyens c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs. Parce que j'ai dit à tout le monde, vous respectez d'abord la loi. Tout le problème de ce pays, on ne respecte pas la loi, du sommet en bas. Comment on va faire dans ce pays si personne n'a de l'égard, si personne ne respecte les lois? Donc moi je dis à mes militants, vous respectez la loi. Maintenant, quelqu'un qui veut transformer votre vérité en mensonge, il nous trouvera là avec mon pool d'avocats. Donc ça, c'est quelque chose déjà de fait. Alors, pour régler les problèmes de développement, j'ai mis en place une ONG qui s'appelle Association pour le développement intégré de la Guinée. J'ai une vision nationale. L'ONG a son siège à PITA, avec un bureau à Kankan, un bureau à Zérékoré, un bureau à Kindia, un bureau à Boké. Le deuxième bureau qui va être ouvert, c'est celui de Kankan. J'en parlerai quand je parlerai de Ebola, qu'est-ce que j'envisage de faire là. Donc au niveau de cette ONG-là, il y a 4 segments. On a un problème de pourrissement de la production agricole. Mes populations sont à 90% des producteurs. Il y a plein de groupements, on fait beaucoup de production, mais avec l'effet bouteille, on produit beaucoup et on perd le tout parce que tu n'as aucun mécanisme de transformation mis en place. L'État absent, aucune autre initiative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combler le vide. Et la première composante, c'est pour ça. Nous prenons la tomate, par exemple. Les femmes, elles sont courageuses. Il y a beaucoup de groupements qui font la tomate, mais tu perds 2/3 de la production parce que tout simplement, tu n'as aucun mécanisme. Alors, ce qu'on est en train de le faire, c'est de les structurer et de trouver des petits équipements en Inde, en Chine. 5 femmes ont fait de la purée. On va le labeller PITA. On le met sur des trucs de 1000 francs, de 500 francs. On crée une valeur ajoutée. D'autres vont produire, d'autres vont transformer et beaucoup d'autres vont aller vendre. Ça, ce n'est qu'un exemple. C'est aussi la même chose pour la pomme de terre. On va faire la même chose pour les mangues pour transformer en poudre, en confiture. Ça, c'est le premier segment. Le deuxième, c'est la valorisation des produits de l'artisanat et nos mœurs. Artisanat, aujourd'hui, on a des très bons tisserands à PITA. Il faut les donner un peu de moins. Ils vont faire des tissus formidables qui sont aujourd'hui très bien vendus au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas les aider? Si je prends du côté de nos us et coutumes, vous prenez le sosobala en Haute-Guinée aujourd'hui. Vous dites aux enfants c'est quoi le sosobala? Ils ne savent même pas. Vous parlez de quoi? Alors, à part vulgariser, sensibiliser cette ONG, autre aspect, je veux dire, c'est important. J'en viens. Ouais. J'espère que je suis en train de vous donner des choses concrètes qu'on est en train de faire sur le terrain. Ouais. Ça a vérifié aussi. Hein. Voilà. Ouais. Alors, oui. sur le terrain, non. C'est important de savoir, Lamine, si c'est un projet ou bien si ça a déjà commencé. Il a dit qu'il a déjà fait, madame. Non. Vous avez
Le siège de Adig et à Pita, vous notez, et je donne le site web de l'ONG, c'est le www.adig-ong.org. On parle du concret, c'est ce qui est là. Vous venez me visiter, monsieur, et vous regardez ce qui est concrètement fait. Des bureaux ont été rénovés à coût de plusieurs millions. L'ONG est déjà fonctionnelle. Bien. Alors, je viens d'Europe, où j'étais allé dans le cadre de cette ONG, où on a une convention signée avec une ONG Medired. On va faire des lunettes pour 800 personnes. Bien, 800 à part l'ONG, oui, parce que c'est bien de détailler cela, mais malheureusement, ça nous reste que 10 minutes, donc c'est assez compliqué à la fin du compte, à part cette ONG. On sait, Abaka Diallo l'a dit, hein, vous êtes député uninominal de Pita sur le fichier de l'UFDG, concrètement sur le terrain. On a eu reçu beaucoup de députés ici, vous parlez de l'artisanat, ben évidemment, ça c'est l'une des particularités de cette région, en tout cas de cette préfecture. Quand on prend le cas de Bokeh, par exemple, on a parlé de mines, entre autres. Non, puis Pita c'est beaucoup plus la pomme de terre. C'est ce que tu dis, l'artisanat. Qu'est-ce qui... Oui, exactement. C'est pour renchérir vos propos. Qu'est-ce qui est prévu dans votre vision par rapport à la valorisation et à la conservation des... C'est ce que je dis. La deuxième composante, là, c'est justement pour ça. C'est la transformation de la tomate, de la pomme de terre en chips salés, non salés, en frites. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Ouais. Maintenant, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on va y aller. On a fait, dans le domaine on a un projet de formation de 50 jeunes en réparation de téléphone portable. Nous avons déjà, dans mon magasin ici à Conakry, les 50 kits de réparation de téléphone portable pour 50 jeunes. Un par préfecture et les autres de Pita. Je suis en train de courir de gauche à droite. J'ai vu le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Enseignement. Tous me disent, ouais, c'est une priorité du gouvernement. J'attends qu'on m'accompagne pour terminer ça. On va mettre 2 stations de lavage à la rentrée et à la sortie de Pita pour sortir les véhicules des 2 rivières, sauver la faune marine. Et donc, on va mettre des jeunes ensemble qui vont laver les véhicules en dehors des 2 rivières. En matière d'Ebola, nous avons travaillé sur fonds propres entièrement tout ce qui a été fait à Pita en matière de lutte contre Ebola. Nous avons mis au niveau de tout ce qui est milieu public, gare voiture, marché, des seaux, par notre initiative et par la mobilisation de tous nos ressortissants. Alors, peut-être cette question, est-ce que vous avez l'impression, toujours le sentiment que vous avez une même mise sur l'électorat du côté de Pita? On nous apprend que la construction des infrastructures par rapport en tout cas à la fête de l'indépendance est en train un peu de changer le sens du vent. Est-ce que vous pouvez nous dire le contraire? Ça me fait sourire. Et je laisse ceux qui veulent rêver. Pita n'est ni à vendre ni à acheter. Qu'on construise. C'est le terrain qui commande. Les grandes gueules. Non, mais. Il y a une splendide maison des jeunes. Les grandes gueules. Est-ce que ça peut pas faire Absolument pas. Mais je laisse. On pourra revenir une autre fois pour faire le bilan après. Allez faire la maison du préfet. Allez faire des structures, des infrastructures qui n'ont rien à voir avec la vie au quotidien, les difficultés au quotidien des populations. Mais j'ai dit aux gens, c'est le travail de l'État de construire. Tu ne peux pas, si l'État ne fait pas ça, qu'est-ce que l'État fait? Tu ne peux pas taper ta poitrine parce que tu as rénové la maison où va coucher le préfet. Il faut mettre des infrastructures, construire des écoles, mettre les maîtres, construire des logements, mettre les maîtres, équiper les écoles, construire des hôpitaux, les équiper. Si tu as un hôpital préfectoral où tu n'as même pas une radio, après tu vas dire tu as construit ceci, tu as construit cela. Ça ne touche pas les gens. Bien. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, c'est bien sûr M. Jules Desso, député uninominal de Pita, Madame Yoruba. Alors, cette question, récemment, une petite fille a été violée du côté de Pita. J'espère que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait, en tout cas, pour faire en sorte que justice soit rendue, qu'on ne taise pas cette histoire dans les familles? Vous pouvez compter sur moi. Ça ne sera pas... Ça va se savoir, ça. J'ai déjà mis... Il y a un peu longtemps quand même, hein. La présence, si ça doit se savoir. Attendez, j'étais absent. Je suis rentré il y a une semaine. Ça s'est passé quand j'étais en Europe. Mais j'ai déjà appelé le pool d'avocats. Je suis en contact avec les gens de Pita pour m'assurer
qu'il n'y aura pas d'interférence et que justice sera rendue et que tout ce qui doit être fait sera fait pour que justice soit rendue et qu'on rétablisse la paix. Moi, je suis resté sur ma faim à vous écouter, M. Djoulde et M. So, parce que j'ai comme l'impression que vous prêchez beaucoup plus pour votre chapelle personnelle, c'est mon point de vue, parce que vous comptez prendre en compte les préoccupations de ceux qui vous ont élus, mais via une ONG qui vous appartient. Alors, j'ai envie de savoir, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, le rôle que vous jouez, c'est de porter des propositions de projets de loi pour régler des situations, corriger des anomalies, en tout cas, répondre aux préoccupations de vos mandats. Est-ce que vous avez dans votre besace des propositions concrètes pour faire face à des questions de développement que vous évoquez tout tantôt? Je vous remercie. Moi, je suis un professionnel, je suis pragmatique. Je rêve beaucoup, mais je suis pragmatique. Je règle le segment que je peux régler. Aujourd'hui, la superstructure, organisation gouvernementale et tout, tu n'as aucun accompagnement. Si moi, je veux faire des résultats, je m'organise à mon niveau. Je suis homme de terrain, homme de développement, personne ne va me sortir de là. Si de là, de par l'ONG, et tout Pita est mobilisé autour de l'ONG. On a eu un conteneur de 40 pieds d'équipement qui va arriver à Pita. C'est les ressortissants de Pita que j'ai mobilisés à Bruxelles, c'est eux qui payent le transport. Et le dimanche 8, nous avons une grande rencontre pour parler de tous ces projets de développement pour l'implication des ressortissants. Attendez, je vais terminer. Quand on parle de pommes de terre, par exemple, si vous permettez, qu'est-ce que vous avez fait ou comptez faire avec le ministère de l'Agriculture, ou qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'État soit beaucoup plus regardant et débloque plus de moyens en faveur des producteurs de pommes de terre du côté de Pita? C'est ce qu'on a envie de savoir. Aujourd'hui, le chef de l'État a promis même une usine. Je vous dis encore une fois, moi j'ai les pieds sur terre, je regarde la réalité du pays et j'essaierai de faire avancer les choses selon ma vision et selon ce que je peux. Au niveau de l'Assemblée nationale, même le budget de l'Assemblée nationale, notre propre budget, nous n'avons pas pu faire avancer, faire valoir nos droits. Pour regarder le budget, écoutez, nous sommes tous dans ce pays. Ce que je veux dire, moi, je veux des résultats et je vais le faire avec les populations de Pita. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi. Ouais. Nous sommes en train de faire des petits pas. Je suis d'avis avec Aboubakar Diallo qui a plutôt un projet personnel, parce que vous personnalisez un petit peu, si vous voulez, en tout cas, vos projets. Voilà. Est-ce que c'est une promotion, évidemment, vu de votre personne? Je pense que le rôle du député, d'abord, c'est la préoccupation des populations. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et surtout, il y a un risque de conflit d'intérêts. Justement. Absolument. Je vais vous mettre à l'aise. Les mauvaises langues parleront de business. Oui. Je vais vous mettre à l'aise. Puisque l'ONG appartient à monsieur le député. C'est une ONG de Pita. C'est une ONG de Pita. Pilotée par les gens de Pita. Ah, mais vous avez dit j'ai créé. Oui. Oui. Nous avons créé. Dit, alors, voilà. Non. L'initiative vient de moi. Oui. C'est une ONG de Pita fait et qui est en train d'être mise en œuvre par les gens de Pita. Je vous dis, le dimanche, là, nous avons une grande... ce matin que c'est une ONG participative. Ce n'est pas du business. Non, c'est une ONG participative. Nous avons structuré 18 groupements aujourd'hui de femmes qui rentrent dans le cadre de ce financement-là. Nous avons obtenu un appui de nos amis d'Europe. Ils vont venir le 10 pour donner des subsides de financement à ces groupements de femmes justement qui vont faire la pomme de terre, qui vont faire la tomate et tout ça. Tout ça rentre dans le cadre de régler les problèmes de développement. La jeunesse, on est en train de les mettre ensemble. On a eu des trucs de formation pour qu'ils sortent des cafés. Parce qu'ils vont s'asseoir dans le café, ils vont prendre un café, après ils vont prendre un jeu, ils vont prendre une cigarette et après... Donc, faire des trucs de formation, nous sommes en train de négocier ça. Si on a acheté les 50 kits pour la réparation de téléphone portable, ça, c'est pas une affaire. Alors vous avez annoncé beaucoup de choses. Oui. Alors, de toutes les façons, vous nous avez dit que vous êtes allé voir le ministre de la Jeunesse. Ouais. Vous êtes également allé voir le ministre de l'Éducation. Il y a des projets où vous avez parlé du conteneur de 40 pieds. De toutes les façons, le conteneur, il n'est pas vide. Il y a quelque chose là-dedans. Oui, les populations de Pita à l'extérieur vont payer le transport, mais qu'est-ce qui est là-dedans et comment est-ce que vous mobilisez tous ces fonds? Parce que autant de projets, d'où est-ce que vous tirez tous ces fonds? Nous avons signé une convention de partenariat avec une ONG internationale belge. D'accord. Qui est spécialisée dans le domaine médical. Si j'ai parlé du projet de 800 lunettes pour les populations de Pita. Oui, de jumelage. Et nous sommes en train de travailler pour mettre en place avec Béa Diallo une école de sport à Pita.
en collaboration avec l'université de Jean Blou. C'est ça que je sais faire, c'est ce développement. Le jumelage là, c'est signé ou pas du tout? Parce que généralement, quand on rentre dans la ville, on voit bien la ville est jumelée avec quelle ville? Non, je dis le projet de sport, c'est un projet. Je ne parle pas que le projet de sport. Ahmed a évoqué une question, c'est très important, en ce qui concerne l'arrivée de ces matériaux que vous dites. Ce jumelage là, est-ce que c'est concret, est-ce que seulement dans la bouche? Je ne comprends pas. Vous invitez-moi à partir du 10. Le conteneur sera là. Je ne parle pas du conteneur, je parle du jumelage, monsieur. Oui, du jumelage. Oui, le jumelage, il est concret. Et M. Béa Diallo s'est porté volontiers. Il a le même service de sport à Bruxelles. D'accord. Il est prêt à le mettre à Pita pour commencer à aider la jeunesse. C'est-à-dire les gens vont venir faire le sport, mais après, ils vont faire une petite formation en technicien agricole et tout ça pour aider à faire les briques sans couper les bois. Bien. Monsieur Jules Dessau, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Rendre compte évidemment aux populations, en tout cas c'est le rôle quelque part des députés, et tous les jeudis donc ils font le tour dans ce studio. Monsieur Jules Dessau, député uninominal de Pita, il est notre invité ce matin. Alors monsieur le député, que je vous explique un petit peu les principes, on vous pose une question, oui ou non, et derrière si vous avez des choses à rajouter, il n'y a aucun problème, vous aurez 2 minutes 17 secondes pour vous exprimer. Abakadé, la première question, oui ou non? Oui ou non, fondamentalement vous n'avez pas porté de projet de loi en faveur des populations qui vous ont élus à l'Assemblée nationale au terme de cette première mandature. Oui ou non? De cette première année de votre mandature. Non, première... Non, vous allez développer après, monsieur le député, s'il vous plaît. Voilà, on change pas les règles. Oui ou non, à la faveur du cinquantenaire, de l'anniversaire de l'indépendance nationale à Mamon, avec la rénovation de certains bâtiments administratifs, oui ou non, le RPG risque de vous couper l'herbe sous les pieds à Pita? Exclu, non. Non, voilà, madame. Oui ou non, l'ONG que vous avez créé, c'est à but plutôt lucratif, ou vous avez pensé plutôt à votre personne qu'aux populations de Pita? Non. Non. Allez-y, monsieur Camara. Alors, oui ou non, aujourd'hui, vous avez assez de projets pour la ville de l'Abbé, mais vous ne comptez pas du tout... Pita. De Pita plutôt, mais vous ne comptez pas du tout sur l'État guinéen. Très peu. Très peu. Oui ou non, l'UPR, une menace pour votre parti, l'UFDG à Pita, lors des élections à venir? L'UPR n'est plus un souci. Bon. Oui ou non, votre présence aujourd'hui à l'Assemblée ne sert pas à grand-chose parce que vous venez de faire un aveu de faiblesse disant que même votre projet, vous n'avez pas pu avoir une idée, votre budget, j'allais dire, vous n'avez pas pu voir clair là-dedans. Non, je vais... Oui ou non? Un aveu de faiblesse, oui ou non? Pas de faiblesse. Un aveu quand même. Oui, un aveu, oui. Oui ou non? Parce qu'on n'a pas la réponse en face. Oui ou non, vous n'avez pas d'initiative légale en faveur de la préfecture de Pita? J'ai. Tout ce que j'ai décrit là, c'est en faveur. Oui ou non? Vous n'avez pas d'initiative légale en faveur de la préfecture de Pita? Oui, j'ai des projets pour Pita. Voilà, il y a des projets pour Pita, il y en a plein, voilà. Allez, c'est politique tout ça, mesdames et messieurs. Monsieur Jules Dessau, notre invité ce matin, député uninominal du côté de Pita. Vous nous regardez sur Espace TV de ce côté à Pita. Monsieur le député, il y a cette caméra, vous allez la fixer évidemment. Et cette population qui vous regarde du côté de Pita, si vous avez quelque chose à dire qu'on n'a pas peut-être évoqué en 2 minutes 17 secondes. Je dis bonjour encore une fois à toutes les populations de Pita. Vous connaissez votre député avant aujourd'hui et je demande la mobilisation de tout le monde autour des idées de développement que nous sommes en train de mettre à Pita pour le développement de Pita. Nous avons en vue la mise en place de la coordination des associations de ressortissants de Pita à l'étranger justement pour aider au vrai développement à Pita. En attendant qu'on ait un État qui se soucie du développement, nous voulons compter sur notre propre force et c'est pour ça que nous comptons d'abord sur nos propres initiatives avant de compter sur quelqu'un d'autre. Et je demande aux gens de rester mobilisés par rapport à tous les programmes qui vont leur être communiqués. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être passé dans cette émission. Je vous remercie.
À très bientôt. Je remercie à l'équipe pour l'opportunité que vous m'offrez. C'était très court. Voilà. On aura le temps. J'espère qu'on aura le temps une prochaine fois pour parler exactement de tout ce qu'on a comme projet et tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Jules Dessau. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, pratiquement à la fin de l'émission, quelques penses-bêtes. Aboubacar Diallo, on va revenir sur quelques enquêtes. Pourquoi pas demain ou la semaine prochaine? Bien sûr, nous poursuivons nos enquêtes dans le secteur des transports avec Moussa Moïse. La semaine prochaine, si tout va bien, on reviendra sur l'OCG, sur la société navale, mais aussi sur la marine marchande. Donc nous promettons à nos auditeurs du nouveau par rapport à ces dossiers la semaine prochaine. Voilà, et aussi cette marche, parce qu'on parle d'Ibril, je parle évidemment de cette dame, l'affaire du 28 désormais, l'affaire du 28 février. Du 28 février, voilà, on l'a dit, des femmes ont prévu de marcher. Je pense que la marche est en cours puisqu'elle a débuté aux alentours de 9h30, m'annonce-t-on. Et c'est vrai que c'est... La suite de l'enquête surtout, parce que est-ce que le mari a porté plainte ou pas du tout? Le mari a porté plainte, je vous le disais tantôt, que les 4 personnes incriminées doivent être entendues aujourd'hui, au moment où je vous parle, du côté de la DPJ, plus précisément au niveau de la police des mœurs, et des inspections sont en cours. Je vous disais hier, une mission d'inspection du ministère de la Santé m'a trouvé à Donka, pas plus tard qu'avant-hier, dans le bureau du chef du service de la maternité. Les enquêtes sont en cours et le mari n'entend pas lâcher du lest. Et je vous dis, aujourd'hui même, la directrice qui est sous la sellette, la directrice générale de l'hôpital Donka, Fatou Siké, à la tête d'une délégation, ira bien évidemment saluer la famille de la victime pour présenter les condoléances, reconnaître, faire le mea culpa de cette équipe médicale, mais aussi donner une enveloppe symbolique de 3 millions de francs guinéens. Ben voilà. Les services de renseignement aussi se sont intéressés au dossier, Djibril peut le confirmer. Oui, donc la présidence de la République aussi prend le dossier très très au sérieux. Voilà, c'est pour qu'à parler, madame. Hier, je pense que c'est important de venir donner des enveloppes symboliques. Ça ne sert à rien. Il fallait sauver la femme tout simplement. Je pense que c'était plus important. On n'aurait pas eu besoin de donner cette enveloppe symbolique. En même temps, ce don que vient de faire la première dame, pourquoi attendre qu'une personne meure pour venir faire des dons? Je pense que non, je ne peux pas dire que c'était prévu. Ça s'est passé après le décès. C'est bien de faire de bons gestes. Il faut faire ce genre de gestes, mais je pense que l'occasion n'était pas ce n'est pas sa première. Ce n'était pas sa première. Ce n'était pas une première, mais l'occasion n'était pas opportune. De toute façon, ça ne suffit pas. Il va falloir que l'État se lève parce que ces dons-là, à tout moment, 2 lits, 3 lits ou 4 lits, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut s'élever pour aider ce pays, tout simplement. Et comme on l'a signalé dans cette émission, il ne faut pas oublier l'homme aux multiples facettes. Il faut le protéger du côté de la prison. Je vais parler de Junior. Parce que voilà, pourquoi je l'appelle l'homme aux multiples facettes, parce que il y a des endroits où il s'appelle Mohamed Chérif, Mohamed Sissé ou Mohamed Diallo. Donc voilà, donc il a assez de facettes, donc il faut le protéger de ce côté, il ne faut pas l'oublier. Voilà, que peut-on dire en ce qui concerne hier, le débrayage du côté des banques à Aboubacar Diallo, ça va continuer ou pas du tout? Non, je pense que c'était comme ils l'ont dit, une grève d'avertissement. Donc il y a un appel à fermeture qui a été lancé par la centrale syndicale, la FESABAC. Cet appel a été suivi et c'était pour entre 8h et midi. Et je pense que les négociations vont s'ouvrir entre l'APB et la FESABAC pour en tout cas permettre d'améliorer, de répondre aux préoccupations, aux revendications de la FESABAC. Oui, et très rapidement, notre collègue dont on parlait hier sera finalement, je veux parler bien évidemment de Ibrahima Souriari Ansani qui rejoindra sa dernière demeure cet après-midi. Au moment où je vous parle, son corps est exposé du côté de Ignastine. Juste après l'exposition du corps, le cortège funèbre s'ébranlera direction la grande mosquée Faisal où ses co-religionnaires vont prier sur son corps avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure du côté du cimetière de Cameroun. Voilà, nous serons comme lui demain, pourquoi pas. Allez, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Angola. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.